Voici Yang Suuk, le seul capable de renverser un empire à lui seul. En plus, il a unifié le continent de Yuan avec des arts martiaux si puissants qu'on le croyait divin. Il avait richesse, gloire, des armées à ses pieds, et pourtant, il s'ennuyait. Alors, il a décidé de quitter le trône et de retourner sur Terre, d'où il venait avant de tomber dans ce monde. Mais pour cela, il avait besoin de l'aide de ce sorcier noir à la tête brillante pour lancer le sort de voyage dimensionnel. L'ancien lui demanda pourquoi il voulait redevenir humain. Suuk répondit simplement. Sa famille lui manquait. L'homme activa l'ORB et fit son truc. Suuk attendait ce moment depuis longtemps, et il retourne enfin sur Terre. Les lumières s'éteignent. Le premier son qu'il entend est celui d'une machine. Il ouvre les yeux, reconnaît les lettres coréennes sur le calendrier, et est soulagé que le sort ait fonctionné. En essayant de se lever, son corps lui semblait percuté par un camion. En se regardant dans le miroir, il réalise que le sage noir n'a pas tenu sa promesse et n'a pas rendu son corps à temps. Il utilise alors sa technique secrète pour réparer ce corps abîmé. Après quelques minutes, il se sent déjà beaucoup mieux, et son visage a l'air plus décent. Il ouvre le système et est choqué. Il est maintenant rang A. Avant, il était rang SS, et il est furieux d'avoir été renvoyé au mauvais moment. Une minute plus tard, des infirmières arrivent à la porte, et le garçon les appelle. Elle panique comme si elle voyait un zombie. Le médecin arrive peu après, fait l'examen et vérifie tout, inquiet après 5 ans d'inconscience. Suuk n'arrivait pas à croire que le vieux chauve l'avait envoyé 5 ans plus tard. L'homme était figé, sans un mot. Le médecin est parti, et il est resté là, paralysé. Puis, quelqu'un a ouvert la porte. C'était sa petite sœur, Sutura, en larmes, le regardant, incapable de croire qu'il s'était enfin réveillé. Suuk lui dit que tout va bien. Elle commence alors à expliquer un portail d'impact survenu 5 ans plus tôt. Il a ouvert un cratère en plein milieu de la ville et a tout détruit autour. Au milieu du chaos, elle a levé les yeux et a vu plusieurs portails dans le ciel. Des guerriers sont arrivés pour combattre les monstres. 5 ans plus tard, Suuk réalise qu'il a beaucoup de retard à rattraper. Parce qu'il y a même des gens qui vendent des paix en conserve sur Internet. Il change de sujet et demande pour l'école. Sutura dit qu'elle n'est pas allée à l'université et qu'elle a travaillé à la place. Le protagoniste remarque qu'elle ment, mais il laisse passer. Après des heures de discussion, il a des flashbacks de la dernière fois qu'il a vu son père, toujours occupé alors qu'il voulait juste jouer. C'était un écrivain raté, un poète dans l'âme, mais il n'y est jamais parvenu. En grandissant, Suuk a commencé à exprimer ses pensées, au point de ne plus être fier de l'appeler son père. Un jour, alors qu'il marchait dans la rue, un portail est apparu derrière lui et l'a aspiré. Son père est arrivé pour le sauver, mais c'était trop tard. C'était la dernière fois qu'il le voyait. Maintenant, son père entre, lâche le sac au sol et, d'une voix tremblante, s'excuse de ne pas avoir assez d'argent pour un meilleur traitement. Suuk pleure comme un enfant et lui dit que ce n'est pas sa faute. Il s'en lasse. 3 jours plus tard, Suuk sort de l'hôpital. Sa famille a déménagé dans un endroit plus modeste. 5 ans de factures ont vidé leurs finances, alors il a décidé qu'il avait besoin d'argent rapidement. Dans ce nouveau monde de portails et de donjons, ceux avec des capacités spéciales étaient devenus l'élite, et le moyen le plus rapide de gagner de l'argent était de devenir chasseur. Son corps avait encore 90% de contamination due au coma, mais cela ne l'a pas arrêté. Il a passé des jours à monter et descendre ses escaliers. Les progrès étaient lents. Puis, en pensant à sa famille qui travaillait pour payer les factures d'hôpital, il a canalisé son énergie, renforcé son esprit et a recommencé à courir sans s'arrêter. Peu importe la douleur, il ne renonce pas. Le soleil se couchait déjà, et il continuait à monter et descendre ses escaliers. Les gens commençaient à murmurer. Après des jours de course, il a enfin gagné un point en force et en endurance. Son niveau est monté à 2, et son corps s'est complètement rétabli. Il peut maintenant devenir chasseur. Le lendemain, au bâtiment de l'association des chasseurs, il va directement à la salle d'inscription. Son travail est bientôt interrompu. Suuk entre en parlant du test. L'homme, sans enthousiasme, dit qu'il doit poser sa main sur l'ORB et que s'il s'illumine, il est éveillé. L'exemplaire pense que beaucoup viennent en se croyant spéciaux, mais ce n'est pas encore le cas. Grâce à la fenêtre, il sait qu'il en fait partie. Comme prévu, l'ORB brille sous son toucher. L'homme le félicite et lui tend un formulaire à signer. Suuk trouve le processus plus simple que prévu, car il devait juste confirmer la présence de mana. Il remplit le formulaire et le remet, mais quelque chose cloche. L'homme dit qu'il est toujours niveau 1, mais a 32 compétences enregistrées. Alors l'exemplaire demande si c'est un problème. Il répond que non, juste que ça n'a pas de sens, et Fedup lui dit de ne pas le déranger. Suuk trouve le nombre un peu élevé, mais déçu qu'il ne le croit pas, il demande s'il peut mettre la fenêtre en mode public pour prouver. L'homme dit que c'est possible, mais il veut comprendre ce qu'il prévoit avec ça. En réponse, Suuk montre immédiatement sa fenêtre, le choquant. Il y en a tellement que cela laisse l'homme
Suuk demande s'il le croit maintenant, et l'homme acquiesce, disant qu'il fera l'inscription aussi vite que possible, et il s'excuse même de ne pas l'avoir reconnu plus tôt. Comme promis, c'est fait et transmis à quelqu'un d'autre. À Oceanwood de l'association des chasseurs, l'homme demande si c'est vraiment ce qu'il voit, et l'autre confirme qu'il a vu de ses propres yeux, et que tout est absolument vrai. Il regarde le formulaire une fois de plus au nom de la personne. Le roux pense qu'il n'y a pas eu de rookie aussi intéressant depuis longtemps. Pendant ce temps, Suuk court dans la ville pour rentrer. Faire ce trajet de l'association à la maison lui donne l'impression que son cœur va exploser. Au moins son endurance a augmenté d'un point, et les récompenses du système sont bonnes, et il pense même qu'à ce rythme, il finira par avoir du diabète. Le X-en-né pensait pouvoir chasser immédiatement après son inscription, mais il doit d'abord suivre un cours de formation de base. C'est une mesure nationale pour éviter que les gens ne soient anéantis en entrant dans des donjons sans préparation. Cela commence à la fin de chaque mois. Nous sommes encore le 26 octobre, avec 5 jours restants. Suuk sait qu'il n'a pas besoin de cette formation, mais c'est inévitable. D'ici là, il prévoit de s'entraîner intensément pour améliorer son corps. Le X-en-né doit le faire pour sa famille et pour lui-même. Et voilà, les 5 jours sont passés en un clin d'œil. Il y a plus de monde que prévu. Bien qu'il ait entendu que certains l'évitent à cause du danger, cela ne le concerne pas soudain, quelque chose attire son attention. Il se demande ce que c'était que cette chose qui a filé près de lui comme une énergie. Tout le monde est surpris par une voix annonçant qu'il y a 48 participants. Une femme blonde les observe et avec une posture imposante, demande à tous de regarder devant. Les participants sont étonnés par l'elfe. Au moins une fille est captivée par sa beauté. Quand Suuk a ressenti sa présence, elle était déjà là. Il n'a pas pu suivre ses mouvements. Le X-en-né pense qu'il y a plus que de la vitesse, peut-être un alphabet unique. Avec un sourire, le gars trouve cela intéressant. Quelque chose attire l'attention de l'elfe. Elle remarque Suuk parmi tous. L'association ordonne de le surveiller, et elle sait qu'il a brièvement détecté sa présence, même au niveau 1. Même parmi les elfes prometteurs, elle n'a jamais vu un cas aussi intrigant. Les autres, émerveillés par sa beauté unique, n'ont jamais croisé d'elfe. Elle demande le silence et l'attention. Suuk est attentif à tout. L'elfe explique qu'elle est là par une demande spéciale de la Corée pour servir d'instructrice principale pour ce cours de formation de base. Elle se présente comme Shahar Kolaluria, une grande guerrière d'Elvenem, et dit qu'elle a hâte de former les terriens. Comme son nom complet est long, elle demande à ce qu'on l'appelle simplement Chat. Suuk trouve que ça sonne comme un nom de chiot, donc c'est mignon. La fille pense que l'elfe est vraiment jolie, et le roux a l'air peu amical. Chat dit que c'est la première fois qu'un elfe participe à un programme sur Terre, donc elle sait qu'ils auront des questions, mais elle ne répondra qu'à 3. Tout de suite, une main se lève. C'est encore la fille excitée. Suuk est surpris de voir une élève de primaire ici. Chat dit qu'elle aime son énergie et lui demande son nom. La fille se présente comme Bakat Yoon, 19 ans, ce qui surprend les autres participants qu'une si jeune personne soit formée. Suuk se sent un peu gêné, car la fille est en réalité au lycée. Pendant ce temps, l'elfe demande quelle est sa question, mais Eyin profite de son temps pour complimenter sa beauté. Plus belle que quiconque ou tout elfe qu'elle a vu, même si Chat est la première. Cela laisse l'instructrice perplexe. La fille esquisse un petit sourire. Chat dit que c'est une façon inhabituelle de parler, car au lieu de poser une question, la fille l'a juste complimentée. L'elfe dit qu'elle est la première de la grande famille Kaliluriat, et qu'elle préfère être vue comme une guerrière plutôt que comme une femme. Puis elle passe à la question suivante. Quelques autres participants lèvent la main, et elle finit par choisir le roux au look effrayant. Chat dit que c'est parce qu'il a levé la main en premier. Son choix choque les autres, et Suuk se demande s'il est un peu vieux jeu de penser que les tatouages ne laissent pas une bonne impression. Le roux se présente comme Jin Changuk et commence par dire que sa question pourrait être un peu bizarre. Il veut savoir si les criminels peuvent aussi participer à la formation, car il a lu que cela dépendait des critères de l'instructeur. Curieuse, Chat demande quel genre de crime il a commis. Un peu gêné, Changuk avoue avoir volé des choses. Chat, surprise, lui dit qu'elle ne recommande pas cela et promet que ça ne sera pas utilisé contre lui. À Elvenem, les contrevenants ont 2 choix. Servir leurs proches ou... Le second choix est de se battre sur le champ de bataille pour le protéger. Elle attire l'attention de tous en disant à Changuk qu'il est là parce qu'il a choisi cette option. L'elfe explique qu'on appelle ça lander chez elle, et sur Terre, c'est un repentir honorable. Chat dit qu'à cause de son péché, il doit travailler plus dur que les autres, mais il ne doit jamais oublier son crime. Elle lui conseille de s'en souvenir et d'agir avec honneur, ajoutant que même si ça ne peut pas être effacé, ça peut être pardonné. Ces mots touchent le roux. Changuk comprend et la remercie. Avec ça, elle demande la dernière question. Une main se lève immédiatement. Impressionné par la rapidité, Chat demande le nom. C'est le jeune
L'ex-empereur demande si elle a un intérêt personnel pour lui. Cha demande si c'est la dernière question, mais Suk dit non car il a autre chose à demander. Il demande si elle est la seule instructrice à former tous les recrues là-bas. Cha dit non et comprend son inquiétude, expliquant que même si elle est l'instructrice principale, elle ne peut pas enseigner chaque matière seule. Elle dit qu'il y aura des personnes régulières pour aider, et pour l'entraînement au combat, elle peut diriger une équipe personnellement. Suk pense qu'elle est à la fois directrice et enseignante. Cha clôt les questions. Soudain, un gars dit qu'il ne fait pas confiance à l'elfe. Cha observe, curious. Le gars demande s'il a tort, en disant qu'elle n'est pas humaine. Donc, elle ne devrait pas être digne de confiance comme instructrice. Il dit que l'elfe n'est pas une rancœur reconnue comme les autres. À la voir, il doute qu'elle sache se battre. Confiant, il affirme qu'elle semble faite pour autre chose que le champ de bataille. L'elfe est prête à prouver ses capacités. Cha dit que si c'est ce qu'il veut, elle va lui montrer. Éclairée par une énergie verte, l'elfe tend la main vers lui. L'homme est ébloui par la lumière, et elle n'a même pas besoin de beaucoup d'efforts pour mettre tout le monde à terre. Ils ont peur de ne plus pouvoir bouger, et le fauteur de troubles ne peut même pas respirer. Cha dit que prouver sa valeur est important, mais que la discipline l'est tout autant. En dernier avertissement, elle dit qu'elle peut comprendre une erreur la première fois, mais pas la seconde. L'homme mouille même son pantalon comme un enfant effrayé. Elle trouve ça un peu drôle, mais quelque chose attire son attention. Une seule personne est restée debout après son attaque. L'elfe est impressionné qu'il ait tenu bon, surtout pour un niveau 1. Elle comprend alors pourquoi elle doit le surveiller. Elle pense qu'il pourrait déjà être en bataille. Pendant ce temps, Suk se demande s'il aurait dû faire semblant de tomber, car c'est devenu gênant. Pour Cha, détermination et compétence sont différentes. Elle choisit de le surveiller. Les autres sont soulagés de pouvoir bouger. L'elfe conclut les présentations et avertit qu'elle ne veut pas de froncement de sourcils pendant la formation. Les recrues se sentent intimidées. Cha part en disant qu'elle les verra au prochain cours. Un autre jour arrive au bâtiment de l'association. Les recrues étudient les monstres en classe et découvrent une créature de type de lino. Suk n'est pas concentré. Ça fait trop longtemps qu'il n'a pas été en classe. Il veut juste aller au vrai combat. Son attitude ne passe pas inaperçue aux yeux de l'instructrice principale. Une forte décharge d'énergie est tirée vers lui. L'elfe ne laisse rien passer. Après avoir puni le gars pour une seconde de somnolence, il se demande s'il ne devrait pas se distraire en classe. Pourtant, Suk n'a jamais aimé rester à un bureau. Bientôt, quelque chose le distrait à nouveau. Shanguk semble un peu suspicieux en regardant autour. Suk pense qu'il a remarqué quelque chose, mais l'ex-empereur réalise qu'il ne fait que jeter un coup d'œil à ses notes, le trouvant plus timide que prévu. Une autre recrue est punie par Cha. Elle appelle aussi Suk à faire attention aux cours. L'ex-empereur la trouve trop stricte et pense qu'ils ne s'entendront pas. Enfin, le cours se termine. L'enseignant leur rappelle de réviser, car chaque année, des gens échouent au test écrit. Épuisés, les recrues acquiescent. Tout excité, il pense qu'il n'a jamais vu une classe aussi concentrée en toutes ses années d'enseignement. Cha est fier du bon travail de son collègue. Suk range ses affaires. À ce moment-là, Eyin l'appelle au pas, tout excité. Il lui demande encore si elle est en primaire. Elle crie qu'elle est au lycée et l'appelle vieux. Suk se rappelle qu'elle a dit avoir 19 ans. Cela suffit à la mettre en colère à nouveau. Allant droit au but, l'ex-empereur lui demande ce qu'elle veut avec lui. Eyin dit que le jour de l'attaque de Cha, il était le seul à rester debout, ce qui le surprend qu'elle ait remarqué. Zenguk admet aussi qu'il a vu et a trouvé ça incroyable. La fille demande à son oppa si son cœur est en fer et comment il a réussi à endurer ça. Suk répond juste qu'il a un cœur comme tout le monde et que c'était probablement juste de la chance. Le roux dit qu'il est humble à ce sujet et trouve ça vraiment cool. Profitant de l'occasion, Suk demande s'il regardait toute la classe à cause de ça. L'ex-voleur s'excuse, impressionné. Suk lui dit de ne pas s'excuser et pense que le gars n'est peut-être pas si mauvais. Toujours plein d'énergie. La jeune Eyin Xing demande s'ils veulent déjeuner ensemble, plaisantant sur leur trio de questions. L'ex-empereur refuse, disant qu'il doit partir. La fille trouve ça injuste. Zenguk se trouve charismatique, mais la fille pense que l'ancien est vraiment méchant. Les cours théoriques durent 30 jours, sans possibilité de changement, selon la politique du gouvernement. Il veut juste se déplacer sur un champ de bataille, mais après avoir entendu que beaucoup de gens échouent au test, il veut étudier pour être le meilleur. L'ex-empereur remercie même l'elfe de rendre impossible de bâcler, et il a entendu des instructeurs que la classe a un taux de réussite élevé, mais il sait aussi que cela ne signifie pas que tout le monde réussira. L'examen n'est pas si difficile, mais on ne peut pas réussir sans étudier. Eyin, effrayée, parle d'une malédiction. Échouer une fois, c'est échouer pour toujours. Elle demande à son oppa s'il sent son âme trembler de peur. À bout de nerfs, Suk lui dit de ne pas échouer et qu'il pense comprendre pourquoi certains échouent. Cela intrigue la fille,
et l'ex-empereur observe la scène. Des gens prévoient de dîner et de boire ensemble, et quelqu'un propose même de réviser à la dernière minute. Cela fait comprendre à la fille ce qu'il voulait dire. Suk dit qu'il s'en va et demande si c'est pour ça qu'elle a raté le groupe d'études. Et Yin trouve d'eau pas vraiment froid. L'ex-empereur s'est déjà excusé et passer du temps en famille est sa priorité. Fr. En plus, c'est le bonheur qu'il a lutté pour retrouver, et il ne veut pas le perdre à nouveau. Un mois a passé, et le jour de l'examen écrit est enfin là. Suk dit que les résultats seront publiés le jour même, ce qui le stresse. Fr. Yin fait des bruits étranges, et le rouquin lui demande pourquoi elle dit ça à voix haute alors qu'il est déjà nerveux. La fille se demande si ça va vraiment l'affecter. Fr. Mal à l'aise, il confirme, donnant de l'argument à la fille qui l'embête avec le bruit de coups. Suk leur demande de se taire car les résultats vont bientôt sortir. Il continue à discuter avec elle. Fr. Sur la liste, des noms comme Uri, Suk, Chobei, Gina, Soi apparaissent, et Yin célèbre sa réussite à l'examen écrit. L'ex-empereur dit qu'elle avait toujours l'air de s'amuser et lui demande comment elle a obtenu un si bon score. Fr. Souriante, la fille dit qu'un génie travaille mieux sans être observé. Bien qu'il trouve ça ridicule, Suk admet qu'elle a raison. Soudain, quelque chose attire son attention. Chobei tremble de joie d'avoir réussi et peut fièrement l'annoncer à ses frères. Fr. Cela rend les autres trop heureux pour lui. En voyant ça, Suk réalise que malgré sa mauvaise première impression, le rouquin est un bon gars. En se rapprochant, l'ex-empereur apprend son histoire. Chobei est le seul à s'occuper de ses 3 petits frères. Fr. À cause de l'alcool, son père est mort, et sa mère, victime de violences domestiques, a choisi de fuir et n'a jamais été revue. Depuis sa 2e année de lycée, il s'occupe des enfants, et les gens disent que ce qu'il a vécu lui donne un air de délinquant. Fr. Mais Suk sait qu'il est responsable et bon, et que son arrestation était pour avoir volé afin de nourrir ses frères. Libéré peu après, il a commencé à travailler pour rembourser ses dettes. Fr. Suk dit qu'il a beaucoup traversé et qu'il devrait se pousser un peu plus maintenant qu'il est plus confiant dans le travail physique. Shanguk, un peu gêné, le remercie. L'ex-empereur lui demande ce qu'il a fait, puisque Shanguk a tout fait. Fr. Le rouquin dit que le voir travailler si dur l'a motivé, et le remercie encore. Suk répond que les flatteries ne marcheront pas. Jung félicite tout le monde et dit que le trio va enfin passer à l'entraînement pratique. Junguk remercie aussi la fille, car elle l'a aidé à étudier après les cours. Fr. En entendant ça, Suk est surpris, réalisant qu'elle ne plaisantait pas. Le téléphone du rouquin sonne. Il annonce à son petit frère qu'il a réussi, que le plus dur est passé et qu'il fera de son mieux. Suk pense qu'il devrait le ramener sur Terre, mais il est sûr qu'il s'en sortira. Fr. Même si ce n'était pas facile, sur 49 participants, seuls 42 ont réussi, et il a entendu que le taux de réussite moyen est de 50%. Il pense que c'est grâce à l'impact de l'instructeur Cha, qu'il trouve excellent. Beaucoup doutaient de leur réussite. Fr. L'elfe survelle Suk. Il sait que le vrai défi commence la semaine prochaine avec l'entraînement pratique, ce qui promet d'être intéressant. La semaine a filé, et Cha sera en charge de l'équipe 8, le trio est déjà prêt. Fr. Shanguk trouve cela fascinant et demande comment ils se sont tous retrouvés là. L'elfe explique qu'elle a choisi chaque équipe en fonction des tempéraments, mais que l'équipe 8, tirée au sort, est un destin, une bénédiction de l'arbre-monde qui les guide. Fr. Toujours aussi excité, Jian dit que c'est vraiment le destin. Cha sourit et répond que c'est un grand destin, mais qu'elle ne montrera aucune clémence pendant l'entraînement, ce qui effraie les deux. Fr. Pendant ce temps, Suk se demande si elle va rendre la discipline stricte, réalisant qu'il s'apprête à entrer en combat réel. Cha dit qu'ils vont passer par le portail et demande au rouquin d'expliquer ce que c'est. Shanguk répond que c'est une entrée vers un autre monde, et l'elfe acquiesce. Fr. Cependant, tous les portails ne se valent pas. Elle demande au cadet, y compris Suk, s'il se souvient de la leçon de la semaine dernière. L'ancien empereur explique que les portails se divisent en amicaux et hostiles, ces derniers étant classés de 1 à 13, plus le rang est élevé, plus c'est dangereux. Fr. Cha est contente que les moins concentrés répondent bien et avertit qu'ils entreront dans un portail hostile de rang 1. Jian est très excité. L'elfe demande à la fille ce qu'elle sait. Fr. Jian dit qu'il y a des monstres plus faibles et moins de densité, donc c'est un donjon d'entraînement pour des candidats comme eux. Cha demande si c'est très facile, et la fille acquiesce. Avec un regard inquiétant, l'elfe demande si les monstres ne peuvent pas tuer. Fr. Les deux ne savent pas quoi dire, alors Suk répond qu'ils peuvent. L'elfe acquiesce, expliquant que c'est pour ça qu'il dégage une telle aura. Puis Cha montre une intention meurtrière, une énergie trop forte, mais Suk reste calme. Fr. L'elfe est choqué qu'il reste ferme devant ça. Pendant ce temps, l'ancien empereur se demande s'il devrait faire semblant de lutter un peu. Il le fait, mais l'instructeur de l'équipe 8 dit Fr. Elle dit que cela peut sembler étrange, mais des cadets comme eux doivent s'y habituer.
Sha ajoute que s'ils ne s'adaptent pas, ils seront éliminés plus tôt que prévu. Les trois comprennent. FR. Après avoir tout observé, Sha dit qu'à part une personne, il semble bien préparé. Elle ne s'attendait pas à ce que tous supportent l'intention meurtrière et demande s'ils ont déjà combattu. FR. Suuk dit avoir vécu quelque chose de similaire, mais Sha rétorque que ce n'était pas suffisant pour le supporter et qu'il cache quelque chose. Elle n'a rien contre un homme secret, mais apprécie son habileté et son endurance. L'équipe lui sort dans les rues. FR. Sha dit que s'ils courent à pleine vitesse, ils peuvent atteindre le portail de la station Mapo en 1 heure. Suuk demande s'ils courent là-bas. L'elfe répond qu'elle ne sait pas utiliser les transports en commun ni conduire, et que courir est un bon échauffement avant un combat. FR. Elle dit à Suuk qu'il est le leader et doit guider ses coéquipiers, et qu'ils se retrouveront à la station Mapo dans 1 heure. Sha s'en va alors, les laissant là. N'ayant pas le choix, ils doivent courir, mais Eyan Chang refuse. Les garçons la laissent donc derrière. FR. Enfin, ils arrivent au point de rendez-vous. Eyan et Changuk sont épuisés, tandis que l'ancien empereur semble indifférent. L'elfe les attend et dit qu'ils sont arrivés plus vite que prévu, avec un excellent résultat, seulement 10 minutes de retard. Ils sont prêts à entrer dans le portail. FR. Changuk dit qu'il pensait mourir d'épuisement, et la fille est pareille. Suuk remarque qu'avant, ils étaient très tendus à cause de l'intention, mais maintenant, grâce à la course, leurs muscles sont plus détendus. Il se demande si c'était intentionnel. FR. Si c'est le cas, il pense que l'elfe est un excellent instructeur et que le titre de chef est mérité. Sha appelle ses cadets et leur dit que les 10 minutes sont écoulées. L'elfe demande s'ils sont prêts à entrer, et tous acquiescent, excités. Puis, elle touche une clé. FR. La porte secrète s'ouvre, et elle leur ordonne de procéder immédiatement. Changuk et la fille semblent un peu méfiants. Le donjon de rang 1 à la station Mapo s'appelle Muji, ce qui signifie un monde sans frontières. Suuk a appris quelque chose d'intéressant. FR. Il existe de nombreuses dimensions appelées Muji, un monde abandonné, indigne d'un nom. Suuk a entendu que même là, des civilisations intelligentes autrefois prospères sont parfois découvertes. FR. Naturellement, cela a fait réfléchir l'ancien empereur. Il se demande si Muji est un monde né de la destruction d'un autre. Suuk pense que c'est possible. Pour lui, c'est vraiment intéressant. Le sol est dur et le ciel rougeâtre, peu accueillant. FR. À l'entrée, il y a le portail, et TM8 le traverse. C'est Muji après avoir pénétré dans la station Mapo, avec une température sous 2 degrés, bien que cela ressemble à l'enfer. Shao les prévient d'être prudents, l'ennemi peut surgir à tout moment. FR. Les monstres qui habitent la s'appellent Naro. Ce sont des canins de 3 mètres de haut, et comme on peut l'imaginer, ils attaquent principalement par morsure. Ils peuvent faire de grands sauts et se déplacent souvent en groupe de 3 à 5. FR. Même si c'est un donjon de niveau 1, les créatures peuvent être difficiles pour les Nubiawaken. Pour Suuk, elles ne sont pas menaçantes. La fenêtre du système. Grâce à la période de préparation pour l'examen écrit, ses stats se sont un peu améliorées. Et surtout, son éveil est puissant, avec un bonus de 20%. Même s'il trouve ça étrange, l'augmentation est surprenante. Il sait qu'en comparaison avec les autres éveillés, sa puissance de combat est très élevée. Avec sa maîtrise des arts martiaux et son expérience, il pourrait rivaliser avec des guerriers de premier ordre. En 1 mois, il a récupéré toute cette puissance. Pas de raison de douter dans un donjon de rang 1. Même perdu dans ses pensées, il capte quelque chose. Suuk demande à s'arrêter, des invités arrivent. Les créatures sont bientôt aperçues. Changuk commente qu'il y en a 5, et Char dit qu'avec ses compétences, il devrait pouvoir les éliminer sans blessure et lui demande de se concentrer. Elle dit ensuite à l'équipe 8 de se préparer au combat. Le capitaine leur dit de ne pas se précipiter et de ne bouger que lorsque les monstres sont dans leur champ de vision. Mais Suuk trouve ça ennuyeux, il veut s'amuser en les battant seul et rapidement. Pourtant, il suit les ordres. Ses coéquipiers n'ont pas d'armes, ils en fournissent en entraînement si besoin. Il n'en a pas pris, préférant se battre à main nue, se demandant si les 2 autres ont des compétences sans armes. Les monstres canins foncent. Après avoir attendu le bon moment, Char déclare qu'il est temps de combattre. Soudain, des griffes de fer apparaissent sur Changuk. Le roux fonce sur les bêtes. Suuk, impressionné, observe. Pendant ce temps, Eyan agit comme guérisseur. En voyant cela, il comprend qu'il est temps pour lui d'agir aussi. L'ancien empereur, enveloppé dans son aura bleue, utilise la technique de mouvement, pas de tempête. Suuk est si rapide qu'il dépasse Changuk, qui était devant lui. Il va utiliser son entraînement pour évaluer son état. Le premier monstre attaque, mais il esquive la morsure. Suuk utilise la technique de paume, l'onde de choc brisant le fer, puis l'attaque perçante. Il termine le premier monstre, et un autre apparaît tout de suite, prêt à le mordre avec ses dents aiguisées. Suuk s'auto pour esquiver, puis contre-attaque avec un... Le monstre est facilement vaincu,
écrasé au sol comme un vieux tapis. Ses coéquipiers sont impressionnés, tout comme Shah, qui se demande s'il est vraiment un stagiaire et même s'il est humain. En si peu de temps, l'ancien empereur a abattu 2 monstres, mais d'autres restent. Le monstre passe à l'attaque. Suuk se tourne pour le regarder, puis il se déplace pour faire face à la bête. La créature semble surprise, puis Suuk utilise son bâton de poing de fer, technique de base, frappant sans pitié avec l'attaque brise-chaîne. La bête est déchiquetée par l'ancien empereur, choquant Shah. Elle devrait se sentir avide, mais cela la rend folle de l'humain qu'elle veut à Elvenem. Suuk se demande si tout cela est dû au fait qu'il a réappris un art martial qu'il maîtrisait déjà, car son corps se porte mieux que prévu. Il pense que le soutien du système doit aussi jouer un rôle, et il sait qu'ainsi, il pourrait aller à Rouen et être parmi les premiers. Mais il ne lui reste que les 2 dernières créatures. Suuk aimerait tous les abattre, mais c'est un entraînement de groupe, et faire tout seul ruinerait le but. Pour l'ancien empereur, c'est un test, mais ses coéquipiers ont besoin d'une vraie expérience de combat. Ils sont choqués par son attitude. Shanggook réalise que son coéquipier leur donne une chance. Il invoque ses griffes acérées et attire l'attention du monstre restant. Il attend patiemment que les créatures s'approchent, ses griffes brillent d'une chaleur rouge. Soudain, la créature bouge rapidement. Eyin prévient OPA que le monstre attaque par derrière, ses crocs prêts à mordre. Son bras est englouti par la grande bouche. Shanggook se demande quand la créature a bougé. Quelques gouttes de liquide rouge tombent au sol, mais l'étudiant est prêt à agir. Eyin guérit ses blessures avec sa compétence, et il est surpris par les faits. Suuk se demande si c'est une compétence de guérison, ce qui est bien, mais ils ne sont pas encore en sécurité. D'autres bêtes, encore plus féroces, s'approchent sans leur laisser le temps de respirer. Au moins, ils se sont adaptés et il est temps de nettoyer le désordre. L'équipe 8 combat côte à côte. C'est calme à l'extérieur de la station. Enfin, ils sortent. La fille et le roux sont fatigués et veulent rentrer. Suuk comprende. Ils ont eu 6 combats lors de leur première vraie session. Souriante, l'elfe les félicite et dit que les éveillés de la Terre sont vraiment extraordinaires, comme elle l'avait entendu. Le trio ne saisit pas son changement d'attitude. Char dit qu'en plus de la perte d'endurance, leurs compétences de combat se sont améliorées, ce qui est rare. Comme d'habitude, les nouveaux ne comprennent pas. Pour un ancien empereur, c'était banal. Il pensait que c'était juste du talent, se demandant si le système avait aidé. Char dit qu'elle pense qu'ils pourront bientôt participer à un vrai déploiement de combat, et en tant qu'instructrice, elle est fière. À la fin, elle leur dit de rentrer, ce qui excite vraiment Shanggook et Eyin. Puis, elle appelle Suuk pour lui parler. Le gars se retourne pour voir ce qu'elle veut. Elle dit que d'après ce qu'elle a vu, son style de combat ne semble pas dépendre d'un système, et c'est plus structuré comme un véritable art martial. Char dit que s'il n'est pas à l'aise avec la question, c'est tout à fait bien de ne pas répondre, mais il dit qu'il ne s'en soucie pas. Suuk confirme qu'il a entraîné des arts martiaux. L'elfe s'y attendait, mais se rappelle qu'il était dans le coma ces dernières années et se demande comment il a appris si vite. Honnêtement, elle n'y croit pas vraiment, mais elle sait que l'univers est vaste et plein de mystères. Suuk demande si quelque chose ne va pas. Elle répond que non, qu'elle le trouve juste incroyable. L'ancien empereur dit avoir déjà entendu ça, mais sur le continent de Wan. Charé ajoute qu'il est impressionnant de voir à quel point il se soucie de l'expérience de ses coéquipiers. Avec un petit sourire, il dit qu'il est le leader. L'elfe rétorque que ce n'est pas parce que quelqu'un a une responsabilité qu'il peut vraiment s'en acquitter correctement. La façon dont il a agi, elle dit qu'il est un homme charmant, laissant l'ancien empereur avec le visage rouge, essayant de cacher l'effet du compliment. Il dit que l'elfe exagère. Charé est vraiment gentille. L'ancien empereur pense à la beauté incroyable de l'elfe, qu'il n'a jamais vue, même à Wan, mais ce n'est pas le moment d'y penser. Il y a quelque chose de plus important. La chasse d'aujourd'hui a été satisfaisante, et il a encore plus envie de chasser. Il n'y a pas si longtemps, il était le plus fort artiste martial du continent de Wan. Il se remet vite et ressent toujours cette soif, mais Suuk ne doit pas se précipiter. Même s'il est un peu impatient, il sait qu'il doit juste avancer étape par étape. Une mélodie résonne à travers le beau champ. Suuk porte une étrange créature. À ce rythme, il peut gagner 10 millions par mois. Ils en sont au 3e jour d'entraînement au combat, et l'équipe a déjà réussi plusieurs donjons ouverts de première et deuxième classe du premier coup, tout en vendant les sous-produits. Les corps de monstres ont une valeur, comme les animaux terrestres. Donc, Suuk a réussi à économiser une belle somme, mais il compte la cacher à sa famille pour l'instant. Eyin l'appelle, inquiète, et bien que ce soit étrange, il répond oui. La fille dit qu'il a l'air vraiment excité, surtout vu la situation. L'ancien empereur, un peu gêné, admet qu'elle a peut-être raison. Suuk essaie de se convaincre que tout ça, c'est juste pour l'argent. Soudain,
Les yeux de l'ancien empereur sont attentifs. Distrait, Changuk dit que même les monstres de deuxième série ne sont pas si importants, et Suk attrape l'aéro avant qu'il ne touche son partenaire. Il ressent une étrange énergie. Suk dit que ce n'est pas qu'un gobelin aéro, mais un tir humain. Deux gars arrivent, l'un avec une lance. Ils sont impressionnés que les créatures aient été éliminées. Suk pense qu'ils sont de l'équipe 3 et veut savoir pourquoi ils sont là. Ils disent qu'il leur manque une créature pour monter de niveau. Quelqu'un arrive en demandant si c'est l'équipe 8. Jin Cheyan semble charmé par l'elfe. Char demande s'ils sont avec l'instructeur John Sujung et veut savoir ce qu'ils font là. FR. Tim Shoik demande s'ils ont vraiment besoin d'une demande, arguant qu'il vaut mieux chasser ensemble et qu'elle n'est pas leur instructrice. Ayan trouve ça ridicule, lui rappelant que son OPA Changuk était en danger à cause d'eux. Cheyan s'excuse, disant qu'il ne le voulait pas. FR. L'elfe semble irrité. Une autre personne arrive et dit que l'équipe s'est déjà excusée. John Sujung, l'instructrice de l'équipe 3 de la Guilde Imuji, demande si elle veut faire la leçon. Cha répond que c'est évident. FR. Après tout, il est toujours en charge et doit former les stagiaires. La femme dit qu'elle est froide comme la fleur de la mort et que les enfants font des erreurs. Cha rétorque que, même si c'est vrai, c'est une menace claire. Des excuses appropriées sont nécessaires, sans oublier leur interférence dans le combat. FR. En entendant ça, la femme dit que c'est pour ça que sa ténacité l'empêche de vouloir parler aux elfes et lui dit de ne pas franchir la ligne. Cha lui rappelle qu'elle est la responsable de tout le programme de formation et que la seule à franchir la ligne, c'est elle. FR. Sujung ne comprend pas pourquoi elle agit comme une vieille personne hautaine et leur dit de prendre tous les produits, car pour elle, ils sont tous sales. Avant de partir, elle ajoute que si ça ne lui plaît pas, elle peut se plaindre à la Guilde Imuji. Cela met l'elfe en colère. FR. Elle crie après la femme qui n'écoute pas. Le soleil est presque couché et ils sont de retour sur Terre. Cheyuk le surprend en le remerciant pour plus tôt. Sujung, avec un petit sourire, dit que c'était la bonne chose à faire. Le roux promet de l'inviter à manger un jour. FR. Maladroitement, l'ancien empereur dit que ce serait trop de tracas. Soudain, Eyoan arrive en demandant s'ils vont encore l'abandonner, les qualifiant d'incroyable. Les gars sont surpris de la voir. FR. Eyoan descend les escaliers furieuse, disant qu'elle est juste allée aux toilettes et s'attendait à partir avec eux. Pour se rattraper, Sujung propose de manger ensemble. Le lendemain, Sujung sort déjà les monstres du donjon, faisant monter son niveau. FR. Chaque fois, il devient plus fort. Il se sent prêt pour un vrai combat, et c'est qu'à ce rythme, il retrouvera un bon niveau en arts martiaux pour en parler à sa famille. Mais là, quelque chose ne va pas. Son instructeur bloque une flèche. FR. Shari crie à Sujung qu'elle l'a vue il y a longtemps et sait où elle est. Sujung s'excuse, mais précise que ce n'était pas une erreur. Shari ELN dit avoir reçu l'ordre de tirer, sans savoir qu'ils étaient là, ce qui provoque un petit tumulte chez les coéquipiers. Et l'elfe dit que c'est une provocation. Sujung répond qu'ils l'ont d'abord provoqué, car elle a appris qu'elle avait contacté le maître de guilde à cause de l'incident d'hier. Shari ajoute que si quelqu'un commet un crime, il doit être responsable. Puis une aura entoure la femme, qui dit qu'il n'y a pas moyen de parler à l'elfe et demande si elle doit tous les anéantir. Toujours calme, Shari lui dit qu'elle sait que l'instructeur ne l'aime pas, mais ça va trop loin. L'elfe demande si tout ça est à cause de Young Minhyuk, car elle a entendu dire que Sujung a des sentiments pour lui. Ça énerve Suuko, qui lui dit de se taire, et Suuk réalise qu'il est au milieu d'une bataille amoureuse. Pendant ce temps, Shari dit que la Guilde Imuji ne la protégera pas éternellement et lui demande de s'excuser et de reculer. L'autre femme, défiant, demande si l'elfe va l'éliminer si elle ne le fait pas. Shari le nie, mais dit qu'elle sera punie. Hanoi, Suuk demande qui elle croit être pour agir ainsi, puis tire sur eux. L'équipe est choquée par les techniques sombres. Aucun ne bouge face à l'énergie qui arrive. Shari déclare qu'il n'y a pas de retour en arrière. Enveloppée d'une aura brillante, elle riposte. Suuko lui demande de souligner que l'elfe a bloqué l'attaque si facilement. Elle ne peut pas reculer maintenant, et c'est qu'elle ne sera pas tuée grâce à la réputation de l'autre. Puis, elle crie à l'équipe 3 d'attaquer l'équipe 8. Suuko dit que s'il le faut, ils doivent leur briser les membres. Ils sont déconcertés par cet ordre. Avec un regard maléfique, elle leur demande s'ils ne veulent pas rejoindre la Guilde Imuji. Elle ajoute qu'un bras ou une jambe suffira, et leur demande de lui donner de bons résultats. Ça suffit pour les convaincre. Le trio attaque. Shari, confiante malgré la menace, rend Suuko furieuse. Elle crie qu'elle va écraser ses précieux élèves devant l'elfe. Pendant ce temps, Suuko voit qu'il y a un guerrier et un archer dans le groupe, mais il ignore encore l'autre. Soudain, le sol se fissure. Shabu se transforme étrangement, devenant plus fort. L'équipe 8 est impressionnée et devra affronter un utilisateur de transformation. Déjà prêt au combat, Suuko dit qu'il s'occupera du gros porc dans l'archer et demande une couverture contre l'autre ennemi. Le grand gars crie pour qu'il vienne, disant qu'il va le réduire en morceaux. Suuko esquive la première attaque,
se déplaçant rapidement et sautant de l'autre côté. Le grand gars se retourne et lance un autre coup de poing, mais c'est rien pour un ancien empereur. Suuko utilise la compétence fer, poing écrasant, puis vise Jung-wook, provoquant un choc lors de leur collision. Le grand gars est projeté en arrière et Jung-wook crache son fluide vital. Suuko ne rate pas l'occasion de se moquer en disant qu'il a encaissé le coup. Le grand gars admet que son adversaire est trop rapide et doit changer de forme. Il crie à sa partenaire, Chae-yoon, qui est déjà prête. Elle tire une flèche énergisée sur lui. Suuko reste sur place. La flèche l'atteint et explose en lumière. Jung-wook sourit avec confiance. La fumée se dissipe et il réalise que la flèche n'a touché que le sol. Une voix l'appelle Por. C'est Suuko qui surgit, demandant ce qu'il cherche. L'ancien empereur s'abat sur le grand gars avec un coup de poing. Jung-wook Esafandra, Assam. Chae-yoon est choqué que son partenaire soit tombé si facilement. L'ancien empereur a un regard terrifiant. Effrayée, la fille lui demande de ne pas s'approcher. Le gars frappe l'air. Avec son coup de pied de rebond, une attaque à longue portée, il fait tomber la fille. Suuk rit maladroitement, pensant avoir un peu exagéré. Il entend une voix suppliant. C'est Cholik qui demande à la rousse aux griffes de montrer de la miséricorde, disant qu'ils ne voulaient pas faire ça et qu'ils ont été forcés. Suuk le saisit avant que quoi que ce soit ne se passe. L'ancien empereur lui dit de se calmer, mais Cheuk répond qu'il n'est pas un monstre, mais une personne. Soudain, il s'excuse. Votre adversaire est à terre. Jung-wook est redevenu normal, et la fille tremble encore de douleur. Le capitaine de l'équipe est sous le choc. Shari garde confiance en son équipe. Suuk demande si c'est fini. De toute façon, l'équipe 3 est presque à terre. Une réunion a lieu à la guilde Bakedouzon. Dans le bureau du vice-président, l'homme reçoit des nouvelles de la bataille entre les équipes. Il demande si tout le monde a compris. Tous sont impressionnés par la vidéo, fixant les chefs d'équipe. Le vice-président dit que normalement Shari dirigerait la réunion, mais en raison des événements, lui et Siwil s'en chargeront temporairement. Il s'excuse pour l'élimination du chef de l'équipe 3, mais ne pense pas que blâmer les stagiaires soit juste. Le chef-lit de l'équipe 11 dit qu'une seule personne a battu l'autre équipe. L'autre rétorque que même s'il pense que Siwil a exagéré, c'était de la légitime défense. Jung ajoute que l'équipe 8 n'a eu aucune blessure, tandis que ses stagiaires ont été complètement anéantis. Le vice-président dit qu'elle est à blâmer pour avoir commencé la bagarre à cause d'une romance futile, ce qui irrite la femme. Il ajoute qu'il agit comme instructeur et dirige le dossier, lui demandant de faire attention à ses mots. Lee rappelle la hiérarchie et lui demande s'il va vraiment laisser passer. Le vice-président le nie, expliquant que tout le monde est là pour voter. Un seul stagiaire est en procès, Jung Suyuk. Il dit que ce gamin est un stagiaire incroyable avec un talent exceptionnel. Le vice-président demande à ceux qui veulent punir le garçon de lever la main, mais une seule personne le fait, puis la baisse sous le regard des autres. Beaucoup semblent tendus et agacés. Lee demande quel est leur problème, pourquoi ils ne parlent pas. Siwil dit que seuls deux veulent punir le garçon. Ensuite, il propose de renvoyer l'instructeur Shahar et de prendre sa place, récoltant beaucoup de votes. Ainsi, Shahar est rétrogradé au rang d'instructeur et condamné à une amende de 100 millions pour l'association. Siwil demande à l'elfe si elle veut dire quelque chose à ce sujet, mais Shahar dit non, affirmant qu'elle croit que ce n'était pas un combat très honorable, donc elle accepte la punition, ce qui agace son ennemi car elle accepte. Alors Shahar s'en va et demande si ce n'est pas un peu trop, mais Siwil dit que la sentence est juste, et demande encore s'il y a des objections. Encore une fois, la femme dit que c'est ridicule. Elle demande à quelqu'un de dire quelque chose, affirmant que selon elle, ce n'est pas juste une moquerie. Les autres sont trop tendus pour répondre, et Siwil sourit aux paroles de la femme. Il dit que la sorcière nuage noir est devenue trop imbue d'elle-même. Shahar, furieuse, l'insulte. En réponse, le nouvel instructeur principal frappe la table. Siwil demande si elle sait où elle est pour balancer le nom d'une guilde. Il dit que former des cadets, c'est élever l'avenir de la Corée et un devoir honorable de protéger le monde. Avec une aura autour de lui, il ajoute qu'elle a souillé la mission pour une bagarre amoureuse pathétique. En punition, Siwil annonce qu'elle et la guilde Imuji sont interdites d'instructeurs pendant 3 ans. Cependant, Shujang demande qui lui a donné ce droit. Siwil répond qu'il agit en tant que directeur du programme des 56e stagiaires. Un instructeur demande s'il ne devrait pas voter, ce qui le fait acquiescer, car la démocratie existe encore. Siwil propose un vote pour choisir entre Baekdusan ou Imuji. Tout le monde sait que Baekdusan est le meilleur des 3 guildes, ce qui amène l'homme à penser qu'il a parié sur le mauvais cheval, une défaite pour Imuji. Les gens disent que la réunion était intense et n'avaient jamais vu Siwil aussi en colère, et ils se demandent ce qui va arriver à Imuji. L'un d'eux dit qu'ils ont parlé de Su-yuk 2 et se demande si
D'autres événements ont eu lieu pendant la nuit. Grâce à son entraînement et son expérience de combat, Suyuk est devenu plus fort et est prêt à commencer. L'art d'unifier le ciel et la terre, reliés par un seul fil, les rend à la fois 2 et 1, et parfois même 3. L'énergie commence dans le bas donjon et traverse les méridiens de course, appelés grande circulation. Malgré la difficulté due à son expérience sur le continent fantastique, Suyuk y parvient et est enfin complet. Les méridiens se sont ouverts, et toutes les impuretés ont été expulsées, le laissant en pleine forme. Il reçoit une notification indiquant qu'il a acquis un art martial secret de niveau 5, une nouvelle transformation s'est produite dans son corps. Suyuk a également subi une transformation corporelle en une forme unifiée, et avec ces améliorations, il fait enfin son premier pas en avant, qu'il prouvera lors d'une autre séance d'entraînement. Une créature rampante émerge rapidement du sol. Ayant retrouvé l'unification du ciel et de la terre, Suyuk veut récupérer sa technique de mouvement. La créature s'approche du groupe dans cette zone désertique où la visibilité est réduite par le sable. Sans attendre de devenir nourriture, Suyuk attaque avec la paume écrasante de fer, une séparation absolue, frappant le monstre avec une volonté inébranlable, utilisant 42 de ses 100 pouvoirs intérieurs. Il s'inquiète car l'énergie est solide, mais la consommation est élevée. D'autres créatures apparaissent. L'aura qui l'enveloppe lui fait penser qu'il n'utilise pas encore son pouvoir à la perfection. La petite aura grandit, ressemblant à une flamme bleue intense. Suyuk se prépare pour son prochain mouvement. Puis, la fenêtre montre une découverte légendaire. La technique récemment découverte, les 8 pas de trégramme. L'ex-empereur lève son poing pour frapper quiconque se met en travers, arrêtant le premier monstre avec son coup. La créature est projetée en arrière. Ses amis regardent le combat, effrayés. Ayun dit que le vieil homme est à un autre niveau, tandis que Chang pense qu'atteindre un tel niveau est impossible. Sharpay remarque que ses mouvements sont plus précis et son efficacité énergétique meilleure. Impressionnée, elle se demande si le gamin est vraiment devenu si fort si vite. Au combat, les 2 monstres restants paraissent plus féroces. Suyuk, confiant, esquive chaque attaque. L'ex-empereur adopte une posture pour la nouvelle attaque, utilisant la paume du démon de sang, touchant chaque point des monstres juste avec ses doigts. Et en guise de suivi, explosion de sang. Suyuk ne se retourne même pas. En se retournant, il réalise qu'il a vaincu toutes les créatures tout seul. Suyuk lâche un rire maladroit, ayant encore une fois gardé tout le plaisir pour lui. Avant qu'il ne s'en rende compte, les 2 semaines d'entraînement au combat étaient finies. Dans son discours, Siyul dit que tout le monde a bien travaillé, sauf l'équipe 3. Cette grande approbation n'était pas inédite, mais rare. Suyuk sait que l'équipe a bien performé. Sharpay félicite son équipe pour son bon travail, disant qu'ils ne seront plus de simples stagiaires et que leurs résultats leur ouvriront de grandes opportunités. Toujours dans son discours, l'elfe dit que le chemin qu'ils choisissent leur appartient. En tant qu'instructrice, Char ajoute que le moment peut sembler peu honorable, mais leur préparation pour le champ de bataille l'est déjà. Pour finir, elle espère qu'ils feront des choix qu'ils ne regretteront pas. Et c'est tout ce qu'elle a à dire. Quand Yu Yangqing essaie de contenir ses fortes émotions, elle échoue et se précipite dans les bras de sa belle instructrice. La fille dit que sans l'elfe, elle n'aurait pas travaillé si dur. Char est très fière d'elle. Elle dit qu'elle a vraiment été heureuse de rencontrer tout le monde et qu'elle considère comme un honneur d'être avec eux jusqu'à ce moment. Les yeux encore pleins de larmes, Yu Yang demande quand ils la reverront et demande à l'elfe si elle a un téléphone. Char y pense, avec un grand sourire, dit que si le destin le permet, le vent lui apportera des nouvelles. Xian a quelque chose à dire. Il rappelle qu'il est un criminel et évoque le jour où l'elfe lui a parlé de rédemption et d'honneur. Avec un petit sourire, elle dit qu'elle s'en souvient, mais il révèle que ce n'est pas honorable, car il n'a jamais eu de nobles intentions. En pleurant, Xian dit qu'il voulait juste de l'argent. Le roux dit qu'il aurait pu travailler dur dans un emploi normal, mais a choisi le chemin facile. Après tout, Xiaobei avoue qu'elle ne s'est jamais sentie honteuse de lui, même pendant leurs entraînements. L'elfe ajoute que peu importe comment son voyage a commencé. Rendant les choses plus intenses, Charles appelle Lander et lui demande de s'en souvenir. Elle dit qu'il n'y a plus de raison de pleurer, car le désir de protéger apporte une vraie rédemption. Elle ajoute qu'elle veillera sur lui, puis se tourne vers Suyuk. L'ancien empereur dit qu'il a eu l'honneur de combattre à ses côtés, mais Char n'a rien à répondre. En lui serrant la main, elle espère le revoir sur le champ de bataille. C'était une belle journée pour un adieu, et il ne restait qu'à remplir le dossier des éveillés. En Corée, les individus sont classés de la première à la 13e position. Au 13e, le niveau le plus élevé, il n'y a qu'une personne, et au 12e, 5. Ces 6 forment la force principale qui protège le pays. Suyuk se demande à quoi il ressemble. La plupart des stagiaires atteignent le premier
Parmi eux se trouvait un génie qui atteint le 4e niveau juste après avoir terminé son entraînement dans la vingtaine, un guerrier solitaire sans guilde, qui a vaincu à lui seul d'innombrables portails, et cette personne est Bayek Muak. En Corée du Sud, il était un phénomène sans précédent, même à l'échelle mondiale. Très peu ont montré une telle croissance, et en ce moment, Suk a un résultat qui surpasse même Bayek Muak. L'homme lui demande d'attendre un instant pour finir les papiers et délivrer sa licence de chasseur. Pendant ce temps, l'ancien empereur réalise que les choses dépassent ses attentes, car les éveillés sur Terre semblent plus forts que prévu. Il se souvient que l'Alliance dimensionnelle a classé l'humanité au niveau moyen et les elfes un peu plus haut. Les célestes qui dirigent l'Alliance du Royaume Céleste ont été classés comme de premier niveau. Leur plus grand ennemi était les démons, ce qui lui fait penser à la possibilité que l'humanité finisse par faire face à ces êtres. Mais Suk ne veut pas trop y penser. Après tout, ce classement n'est qu'une norme des célestes. En y réfléchissant, la Terre progresse à un rythme incroyable, plus vite que les autres continents, et il sait qu'on peut briser des limites ici. Sa licence est enfin prête, et pour s'enregistrer, il lui suffit d'utiliser le bracelet. L'objet est immédiatement placé sur son poignet. Bientôt, une forte lumière s'émet. Suk, fasciné par la magie, écoute l'homme expliquer qu'il est fabriqué par des nains et enchanté par des elfes. Soudain, une voix derrière lui dit qu'il est ravi de le rencontrer enfin. Suk se retourne et voit une silhouette aux cheveux rouges dans un costume très vif. Ne comprenant pas, l'ancien empereur demande qui il est. L'homme s'excuse et se présente. Il relève la manche de son costume, révélant un bracelet doré d'où s'allume un écran montrant ses données. Mais l'ancien empereur est surpris d'apprendre que l'homme est de rang 11. Shen Wu lui demande s'ils peuvent parler et ils vont dans la chambre du roux où de la musique joue. Shen Wu lui demande de s'asseoir pour lui offrir quelque chose de bon. Suk reste sur ses gardes. La musique joue pour l'ambiance. Le roux fredonne, mais l'ancien empereur le trouve chaotique. Shen Wu montre un appareil étrange et demande à le chauffer. Il s'illumine alors comme des braises. Shen Wu dit qu'il fait froid et qu'il a apporté l'objet car il est sensible au froid. Cela semble encore plus étrange à l'ancien empereur qui utilise un chauffage en octobre. Enfin, le roux propose à Suk d'essayer la boisson. Shen Wu dit que les étrangers adorent ça et demande si ça ne lui plaît pas. Suk répond que si. Modestement, il ajoute qu'il n'aime pas faire chercher son café à ses assistants, déjà trop occupés. Mais l'ancien empereur veut aller droit au but et demande ce que l'homme a à dire. Shen Wu apprécie son attitude. Le roux lui demande s'il a pensé à rejoindre l'association des éveillés. Suk, comme toujours, refuse directement. Shen Wu dit que le refus était dur et qu'il n'aurait jamais pensé qu'un futur chasseur ne s'aligne pas avec l'association. Coupant court aux questions, Suk dit aussi qu'il ne prévoit pas de rejoindre une guilde, alors Shen Wu demande s'il est chaman, ce que l'ancien empereur s'attendait déjà à ce qu'il demande. Et il clarifie qu'il n'a pas l'intention d'immigrer. Cela excite le roux, qui dit qu'il aime aussi le merveilleux pays dans lequel ils vivent. Fr. Il dit aussi que l'homme est étonnamment vif pour quelqu'un qui sort d'un coma et lui demande quel est son objectif. L'homme répond que s'il veut quelque chose, il n'a qu'à le dire. Suk quitte la pièce, espérant avoir obtenu une bonne réponse. Fr. En y pensant, il se souvient de Yuan et Shanfook et se demande comment ils vont. Il est surpris par le message. Ses partenaires sont de rang 3. Suk sourit, voyant que les choses commencent aussi pour eux. Il leur envoie ses félicitations. Fr. L'ancien empereur est là, jouant avec son téléphone, mais il fait attention à tout. Quelque chose attire facilement son regard. Une étrange lumière apparaît dans le ciel. Suk court pour voir ce que c'est. D'autres personnes se dirigent vers lui, effrayées par ce qu'elles voient. Fr. Soudain, un portail apparaît. Une voiture informe les citoyens de rester calmes et de se rendre aux abris souterrains de la station Shenshin. Suk comprend que c'est un portail de rang 5. Un agent de sécurité demande à tous de se mettre en sécurité. Fr. Plus de 10 personnes ont déjà été aspirées. L'homme leur demande de rester calmes, car les éveillés sont là. Pourtant, les autres s'approchent et débattent de la tente, craignant que ce retard inquiète les chasseurs pour les disparus. Fr. L'ancien empereur demande s'ils ne vont pas les secourir. Le groupe se retourne, lui demande qui il est et le prévient de reculer, car c'est dangereux. Suk montre son bracelet, surprenant le groupe qui comprend qu'il est éveillé. Une femme lui demande son rang. Fr. Le roux se présente comme Kim Yuman, gardien de rang 3, et demande à l'ancien empereur s'il compte vraiment entrer dans le portail seul. Suk répond qu'il sait que les gardiens peuvent entrer en cas d'urgence, ce que Yuman acquiesce. Fr. L'ancien empereur demande si ce n'est pas l'un de ces cas. Yuman répond qu'il ne comprend pas pourquoi un éveillé risquerait sa vie, même si quelques civils ont été engloutis. Avec arrogance, il dit Fr. Et si des gens ont la malchance d'être anéantis, c'est leur destin. Suk lui demande comment il peut dire cela. Mais Yuman insiste en disant qu'il a juste dit l'évidence.
Il dit qu'ils ne sont pas comme des citoyens normaux et traite Suuk de ridicule pour vouloir s'impliquer par un sens de la justice. Fr. Il ajoute que l'ancien empereur ne se soucie même pas de sa vie. Suuk répond que ce n'est pas une question de justice. Agacé, il se demande comment quelqu'un avec ce pouvoir peut se cacher comme une tortue et s'il mérite vraiment d'être appelé éveillé. L'ancien empereur dit qu'il devrait en avoir honte. Fr. Comme le gouvernement ne dépense pas des milliards pour qu'il reste inactif, il passe devant le roux, impressionné par ses compétences. Yuman crie qu'il sait que c'est illégal pour un chasseur d'entrer seul dans un portail et menace de le signaler. Fr. Mais Suuk répond qu'il n'est pas lâche et que s'il a le temps de se plaindre, il devrait rentrer chez lui et être un bon fils. Il entre dans le portail pendant que Yuman continue de crier, demandant ce qui le rend si spécial. Le roux termine en espérant qu'un monstre le mange, car ça ne lui fera rien. Fr. Il réalise que tout le monde n'est pas de son avis. Yuman dit à Ontaman que s'il entre, il sera anéanti. Mais l'homme rétorque qu'il n'est pas un enfant pleurant sa mère et qu'il ne regardera pas des civils mourir. Fr. Les autres sont d'accord et entrent dans le portail avec lui, ce qui met Yuman en colère. Dans une grande forêt, un homme, confus, est assis par terre. Effrayé, il dit qu'il pense être dans de gros problèmes. Fr. En regardant autour de lui, il réalise que cela ressemble à l'intérieur du portail. Alors il se lève, essayant de réfléchir à ce qu'il doit faire pour ne pas mourir là. Il pense à sa femme et à sa fille Miayoun, se demandant combien d'assurance vie il a. L'homme trébuche sur une liane et tombe face contre terre. Fr. Il essaie de se relever. Soudain, quelque chose attire son attention. Des monstres de plantes carnivores prêts à le dévorer. La créature saisit sa jambe avec une liane, l'entraînant pour le manger. Le monstre ouvre sa grande bouche, désespéré. Fr. L'homme crie qu'il ne peut pas mourir et appelle à l'aide. Son œil aperçoit quelqu'un. Mieux encore, il sait que c'est un éveillé désespéré. Il crie encore à l'aide. Le monstre attelle laisse son encas pour plus tard. Fr. Suuk remarque qu'il fait environ 2 mètres, avec des tentacules en forme de liane qui se balancent comme des bras. Sans armes, la situation est difficile. Fr. L'ancien empereur enchaîne plusieurs attaques à l'ennemi, comme le coup de vent, créant un grand trou dans la plante. Fr. Suuk sait que cette fleur doit être récoltée. Alors il utilise le coup de vent reculant, gagnant en puissance avec le vent qui disparaît. Il frappe le monstre, récoltant cette chose maléfique avec ses coups. L'homme est au sol, abasourdi par la force éveillée. Fr. Il regarde l'ancien empereur. Suuk se présente, lui assurant qu'il est en sécurité. L'homme, encore secoué, le remercie. Les gardiens arrivent enfin. Témin dit qu'ils sont là pour l'aider. Il demande si tout le monde va bien, et Suuk répond que oui. Fr. Le guerrier est impressionné qu'il ait vaincu un grand attel seul. Suuk dit qu'il va chercher les autres survivants et demande qu'on s'occupe de l'homme. Avant de partir, il lui demande d'attendre. Témin, sans équipement, lui offre son épée pour qu'il puisse gérer les attels. Fr. L'arme arrive au bon moment pour l'ancien empereur. Il se précipite dans la forêt, prêt à abattre plus de monstres. En courant, il sent plusieurs présences et c'est qu'environ 20 personnes ont été englouties par le portail. Fr. Pourtant, une seule a été sauvée. Mais peu importe, l'homme qui a uni tout le continent de Wan sauvera tout le monde et fermera le portail. L'objectif principal d'un chasseur est de détruire l'énergie Cosmo, qui est comme le cœur qui soutient le monde et de fermer le portail. Fr. Elle se présente sous diverses formes et peut même être un boss final. La vaincre imprudemment pourrait faire s'effondrer le monde et tuer les survivants. Ils doivent donc les secourir avant de confronter l'énergie Cosmo. Heureusement, il n'est pas trop tard. Fr. Cela fait longtemps que Suuk n'a pas manié d'épée, et c'est le bon moment. Il brandit sa nouvelle arme, sentant la présence des tentacules qui s'approchent. Suuk effectue plusieurs coupes, des morceaux volent dans les airs alors qu'il monte en niveau et atteint l'unité de l'épée et du corps. Fr. Avec l'arme, l'efficacité de la transmission de QI augmente de 50% et la puissance de coupe de 30%, presque au niveau d'un épéiste de gradin du continent arcanique. Suuk rejoint le groupe avec d'autres survivants et dit qu'il va chercher plus, demandant aux gardiens de rester là. Fr. Inquiet, Tiamin demande s'il pourra tout gérer seul. Suuk répond que, heureusement, le monde n'est pas si grand et qu'il ramènera les survivants. Fr. Le gardien dit qu'un seul point de rendez-vous pourrait être compliqué, alors il suggère de se séparer, de choisir différents lieux et de rester en contact. Tiamin montre à l'empereur comment utiliser le bracelet. Fr. Il enverra l'emplacement des derniers survivants par un coursier agréé, ce qui facilite les choses pour Suuk, ignorant les fonctions du bracelet. Fr. Tiamin s'excuse de ne pas pouvoir aider davantage, les gardiens n'étant pas faits pour le combat direct, mais l'ancien empereur lui répond que leur préoccupation suffit. Suuk traverse la forêt avec son épée pour dégager un chemin. Grâce aux gardiens, les efforts de sauvetage se poursuivent sans problème. Fr.
FR. Mesurant 3 mètres, Suuk pense qu'Anatel est le boss final et prévoit de l'éliminer rapidement. L'ancien empereur porte le premier coup, mais rien ne se passe. En plus d'être énorme, les tentacules sont très puissantes. Il esquive une attaque de l'Atel. FR. Suuk se rend compte qu'une compétence d'épée normale ne suffit pas. Un boss est d'un autre niveau. Il hésite sur une méthode qu'il n'aime pas, mais pense que c'est le moment de l'utiliser. Il canalise de l'énergie dans l'épée. FR. Une technique plus puissante que les arts martiaux avancés, au prix de la volonté de l'utilisateur, l'épée démoniaque qui vole les âmes. S'il parvient à la contrôler, ce pouvoir insensé sera à lui, mais il doit résister aux effets de la malachite. C'est le seul moyen de vaincre cette chose. Avec l'énergie sombre qu'il concentre sur le monstre, son unique ennemi est le géant Hatzel. Suuk utilise l'ultime technique de l'épée démoniaque, lançant une fente d'âme. Le monstre encaisse tout. Cette attaque fonctionne contre la créature, et l'ancien empereur monte de niveau. Grâce à sa force mentale, il résiste à la corruption mentale. Dans la fenêtre du système, il obtient l'immunité avancée à la corruption mentale. Son esprit a été purifié, et sa maîtrise de la technique de l'épée démoniaque a augmenté, lui valant le titre de destructeur mineur. C'est trop surprenant pour l'ancien empereur. Les gardiens attendent près du portail, inquiets car Suuk prend plus de temps que prévu. Puis, quelqu'un s'apprête enfin à sortir. C'est Suuk, sain et sauf. Téman et les autres courent vers l'ancien empereur, inquiets. Suuk les rassure et remercie Téman pour l'épée, une arme bien faite. Souriant, Téman dit avoir dépensé toute sa fortune pour que les nains le fabriquent et est content que Suuk l'apprécie. Alors que Suuk s'apprête à partir, le chasseur Kimincu, rang 7 et président de la guilde KR, l'invite à détruire le portail, ce qui surprend l'ancien empereur. Soudain, un membre de la guilde attire l'attention du président. En suivant son doigt, il voit que le portail a disparu. Stupéfait, il réalise que Shao Beiyuk a nettoyé un endroit de rang 5 seul, comme un monstre. Shao Beiyuk passe devant eux comme s'il était un être incroyablement puissant, ce qui met Yumen en colère en réalisant qu'il est traité comme un héros. Agacé, le roux dit que même s'il a bien fait, il doit quand même être puni pour avoir enfreint la loi. Téman demande ce que Suuk aurait soi-disant enfreint, et Yumen dit qu'il est entré dans le portail seul. Le sabreur dit que c'est une logique tordue pour essayer de faire tomber Suuk, et rappelle aussi qu'en fait, il n'est pas entré seul. Pourtant, Yumen argue que le salaud n'avait jamais l'intention de respecter la loi, et qu'ils n'ont été pris dans ça que par hasard. À bout de nerfs, Téman dit qu'il n'y a pas de raison de lui parler. Puis le roux fait du bruit, disant que l'ancien empereur a tenté d'entrer dans le portail seul, ignorant les avertissements et traitant l'association comme une blague. Les spectateurs se demandent ce qui se passe. Ensuite, tout le monde commente, se demandant qui est ce type bruyant et s'il fait partie de l'association. Cela irrite encore plus le gardien, qui déclare qu'il est temps de montrer ce qui arrive aux éveillés illégaux. Puis, l'homme saisit Suuk par la chemise. Yumen menace le criminel, mais l'ancien empereur reste impassible. Comme si cela ne l'affectait pas irrité, Yumen demande s'il va le frapper, ajoutant qu'il l'emmènera en prison. L'ancien empereur répond par un coup de poing dans l'estomac qui surprend le tyran. Yumen tombe au sol, gémissant de douleur. Avant que Suuk n'agisse, quelqu'un se place devant lui. Yumen dit qu'il devrait remercier celui qui a sauvé tout le monde à la porte, demandant ce qu'il pense qu'est un éveillé. Sa leçon n'énerve que plus Yumen, qui demande qui il est. L'homme se présente à nouveau comme le président de la guilde KR humaine, baisse la tête devant la figure d'autorité, et tout le monde regarde vers quelqu'un d'encore plus haut. Shemu révèle qu'il a tout entendu d'où il était. Il se présente comme le vice-président de l'association des éveillés. D'abord, il s'excuse de ne pas avoir réagi à temps et promet que cela ne se reproduira plus. Shemu ajoute que ceux qui ne se sentent pas bien peuvent aller dans un hôpital universitaire du réseau, tous les frais étant pris en charge par l'association. Une dame âgée dit que sans l'éveiller, il serait dans de sérieux ennuis, et demande qu'il ne soit pas puni. En pleurant, la première personne sauvée dit que sans le sauveur, il ne reverrait jamais sa famille, demandant aussi que l'ancien empereur ne soit pas puni. Shemu dit de ne pas s'inquiéter, ça n'arrivera pas. Il demande à Suuk de vérifier la licence, ce qu'il fait en touchant son bracelet. L'écran montre le statut de joueur solo, une licence qui lui permet d'entrer dans les portails seul, ce qui surprend même l'ancien empereur, qui pense que c'est la demande qu'il a faite plus tôt. Shemu explique gentiment qu'il a la permission d'entrer seul, et de plus, il a sauvé des gens, donc il mérite une récompense de héros. L'homme demande à tous d'applaudir Young-Suk. Grâce au vice-président, l'incident du portail est résolu. Kim Yo-ming a 3 mois de suspension de licence et 6 mois de service en première ligne. Le rang de chasseur de Suuk est passé à 8, et il a reçu 20 millions de won sans récompense. Le vice-président dit que ce n'est pas une demande difficile et qu'il s'assurera qu'elle soit respectée.
Suuk est enfin chez lui, allongé pour se reposer. Il regarde le Manistone de 80 millions, dont il en a deux. C'est aimant qui les a ramassés, car le héros sauvait des gens. C'est un énorme bonus inattendu. En tout, son acte héroïque lui a rapporté 180 millions de wons, lui laissant 160 après impôts, mais totalisant 200 millions avec son solde bancaire. Il a gagné autant d'argent en une journée et espère en gagner 300 de plus pour un petit prêt et acheter un appartement. Posséder un chez-soi est le rêve de sa famille depuis des années. Dans la fenêtre de statut, il est niveau 18 et d'autres niveaux ont augmenté avec de nouvelles infos. Il active la version simplifiée pour mieux voir. Suuk se rappelle du titre de destructeur mineur et veut comprendre ses effets. Avec ça, ses stats augmentent de 5% en entrant seul dans une dimension. En tapant sur l'écran, il est inondé d'écrans. Il existe d'innombrables techniques pour les arts démoniaques et les sorts. Dans Wander, les arts d'illusion et spirituels étaient les plus difficiles, mais sa résistance suffisait. Sur Terre, atteindre cette immunité nécessite l'harmonisation, mais il a débloqué comme un bonus de compétence. S'il renforce encore sa défense mentale, il sera totalement immunisé contre les illusions. Soudain, sa sœur entre et demande ce que fait Suuk dit qu'il n'a pas parlé tout seul depuis un moment, et le gars répond que ce n'est rien, qu'elle est trop suspicieuse. La gardienne propose de couper des fruits. En regardant les nouvelles, elle apprend l'incident du portail près de la station Saint-Chon. Suuk le lui signale, et il feint la surprise. Au moins, Suuk est sûr que le vice-président a respecté son engagement. Quelque chose attire son attention. Son bracelet émet un signal, alors il le cache. Il veut parler à sa sœur, mais attend qu'elle soit seule pour ne pas révéler l'incident du portail. Il n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir car sa sœur lui attrape le bras. Suuk révèle qu'elle le soupçonnait déjà, mais maintenant elle a la confirmation qu'il est un éveillé. La fille se fâche un peu, lui rappelant que ça ne fait pas longtemps qu'il était à l'hôpital. Suuk répond qu'il s'en souvient, expliquant que c'est pour ça qu'il est entré. Il ajoute que le bracelet indique un rang de 6 ou plus, l'accusant d'être éveillé depuis un moment. L'ex-empereur ajoute qu'il pourrait bientôt atteindre l'or, car il est très talentueux. Sa petite sœur lui demande s'il peut s'en sortir par des mots. Les nouvelles reviennent sur l'incident du portail, disant qu'une étoile montante parmi les éveillés de Corée a joué un rôle crucial pour l'arrêter, mais que l'association n'a pas révélé son identité, bien qu'ils aient dit qu'ils pourraient suivre et surpasser Suuk comme le prochain universel éveillé, ce qui est suspect. Suuk demande si c'est de lui qu'il s'agit, et le gars confirme. Elle s'informe de son rang et apprend par les nouvelles qu'il est de classe 8. Le vice-président précise que ce n'est pas juste une question de compétence, mais aussi de force et de justice. Suuk ne retient que le rang. Une des personnes sauvées dit qu'il ne pensait qu'à survivre pour sa famille jusqu'à l'arrivée du héros. Il avait cessé de croire en cela à 12 ans, mais maintenant, il sait que c'est réel. Il précise que les héros existent, mais même ainsi, Suuk croit qu'il n'est pas un grand deal et qu'il a juste fait ce qu'un autre éveillé aurait fait. Depuis ce jour, le monde n'a cessé de parler de ce qui s'est passé, et même de croire en l'humanité et en la force de la FR. Dans les nouvelles, on parle de l'éveillé de classe divine qui a tout bouleversé. L'homme dit avoir caché son identité, respecté par tous. Au téléphone, Shin-woo lui conseille d'en profiter, révélant qu'il est un grand fan du héros anonyme. FR. Il dit même que s'il n'était pas vice-président, il aurait créé un fan club, ce qui pousse le héros à demander s'il ne laisse pas de commentaires secrets. Shin-woo répond qu'il est mystérieux. Après avoir révélé la vérité, il s'allie temporairement avec sa sœur, la première règle étant de duper leurs parents. FR. Après tout, s'il découvre qu'un d'eux pourrait s'évanouir, la deuxième règle est d'atteindre l'or rapidement, donc il doit obtenir le rang 9, l'élite, et un niveau de sécurité. La troisième règle, ne jamais trop en faire. FR. Après tout, Su sait qu'il n'y a plus moyen d'arrêter, alors il accepte de suivre les règles. C'est déjà un gros obstacle surmonté. Le héros décide d'aller dans un magasin de proximité, pensant que si ça continue, son identité sera révélée. Pour l'instant, il doit la cacher. FR. C'est gênant pour Suuk, mais c'est mieux que d'être découvert. Des doutes persistent sur le héros. Certains pensent même que c'est une invention de l'association. Sur le continent Ruan, il est habitué à la célébrité et aux rumeurs. Suuk détruit un autre portail. FR. Le mois dernier, il a éliminé environ 20 portails seuls. Le sang du monstre coule le long de son poing. Heureusement, ses actions ne sont pas rapportées, mais il sait qu'une silhouette masquée se déplaçant entre les portails ne passerait pas inaperçue. Les gens ont commencé à remarquer ses exploits. FR. Tous les regards se tournent vers le mystérieux anonyme au bec du Saint-Gilt. Dans le bureau du président Y.O. Kyung, tout cela lui donne mal à la tête. Il arrête de lire et demande à l'autre de cesser de taper des doigts, mais le gars aux longs cheveux dit que c'est normal. FR. En voyant cela, Sewol se demande si cet homme devrait vraiment être le leader de la plus grande guilde du pays. Puis il dit que si le gars est si impatient, il devrait aller le voir. FR. Soudain, son pied se fige au sol, surprenant Young, qui s'en plaint.
Sewell explique qu'il ne devrait pas partir en courant comme un fou. Il précise qu'ils ont envoyé plein de messages et d'appels, et si personne ne répond, c'est que le type masqué n'a pas l'intention de se montrer. Fr. Young demande s'ils vont attendre que le gars s'en aille et combien de temps le bike mush les manipulera. Il se plaint que les autres guildes vont s'en prendre à lui, et Sewell soupçonne que l'anonyme est Suuk. Le gars avec des lunettes dit que même si ce n'est pas le gamin, il a du potentiel comme l'inconnu, et le long cheveu exige qu'il lui dise le plan. Sewell dit que pendant l'entraînement, Suuk ne voulait jamais socialiser, ignorant les messages et appels des guildes, conscient qu'à ce rythme, l'empereur ne signera avec personne, et que le pressé est vraiment amateur. L'homme dit qu'il n'y a qu'une solution, Sharkal Alaria, surprenant Young. Sewell explique qu'elle était l'instructrice de Suuk, et même si l'elfe le nie, il sait qu'ils ont un lien. Le long cheveu dit qu'il n'y a aucun moyen de la convaincre, surtout qu'elle n'est même pas humaine. Sewell explique que ce n'est pas ça, juste que le gamin n'était pas son unique élève, ce qui lui donne accès à leur historique d'appel. Même s'il ignore la profondeur de leur relation, ils ont été en contact. Young voit sur la liste le nom Eyun, qui a examiné l'offre des guildes. Sewell dit qu'à part sa famille, la fille est la seule proche de lui, et demande si ça vaut le coup de se rapprocher d'elle. Le long cheveu pose la même question. Alors, les deux décident qu'elle devrait signer un contrat avec le Baquedus, car avec elle, leurs chances sont plus que bonnes. Young demande si après ça, ils ouvriront une ligne directe avec l'inconnu et l'autre acquiesce, se faisant complimenter d'être un sale manipulateur. Sewell demande s'il n'aime pas ça, avec un sourire maléfique, Young veut qu'il le fasse immédiatement. Dans un autre portail, Suuk est prêt à gagner de l'argent. Il élimine les monstres sans hésiter. Son ennemi, une mante géante, a une attaque qui stoppe le temps, un défi pour le héros masqué. Il lance la paume écrasante de fer, son mouvement final, obscurité écrasante d'une seule pensée, provoquant une énorme explosion et abattant la mante géante. Suuk observe la destruction qu'il a causée. Tout cet effort lui garantit un niveau supérieur et la maîtrise de la paume de fer. L'empereur X n'a pas fini, il doit devenir plus fort. Il continue son nettoyage avec un outil spécial pour récupérer les sous-produits et trouve une manstone. La plupart du corps de la mante est inutile, mais au moins il peut prendre les pattes avant qui sont précieuses, car les artisans préfèrent vraiment ces matériaux, et une seule paire peut coûter 10 millions de won. Suuk pense que vendre ça avec la manstone lui rapportera au moins 50 millions de won. Soudain, quelque chose attire l'attention du gars masqué, une pierre étrange apparaît sur son chemin. C'est l'énergie cosmique de ce monde, rayonnant d'hostilité, et il sait que s'il la laisse tranquille, cela coûtera beaucoup de vie. Heureusement, Suuk est là pour empêcher cela. Il lance son poignard sur l'énergie cosmique. La lance frappe la pierre, provoquant une fissure qui s'étend en libérant son énergie. Avec son butin dans le sac, le gars masqué monte sur un quad et démarre la machine aussi vite que possible, prêt à quitter ce monde. Suuk fonce à toute allure. Au loin, il aperçoit la lumière de la sortie. Le héros passe par le portail, portant ses biens. Ceux qui l'attendent savent déjà que tout a été nettoyé comme d'habitude. C'est ce qu'on attend du héros sans nom. L'ATV qu'il a récemment acheté a boosté ses gains et il faut le bon équipement pour chasser en solo. Fabriqué par des nains, il est très durable et a un enchantement d'extension de stockage. Pour Suuk, c'était un bon investissement à 800 millions de won car c'était moins cher. Le héros continue, ayant gagné beaucoup d'argent. Suuk dit qu'il est devant le bâtiment. Il dit qu'il a des pattes de menthe et des pierres de mana, et qu'une équipe de traitement sera envoyée, profitant de l'appel. L'empereur X demande s'il y a des portails de rang 6 ou 7, mais la réponse est que cela appartient aux guildes. Il demande quelque chose de plus petit, mais la personne au téléphone lui suggère de faire une pause, car il a beaucoup travaillé. Suuk dit qu'il va y réfléchir, puis on l'invite à prendre un café, mais il refuse, laissant ça pour un autre jour. Et la personne dit qu'ils traiteront les biens et le mettront à jour bientôt. C'est vraiment le pire moment pour qu'il n'y ait pas de portail. Il doit atteindre le rang 9 pour enfin en parler à ses parents. En vérifiant son téléphone, il voit un message. Suuk lui demande de lui dire comment il va après le déjeuner et de revenir tout de suite s'il est blessé. Il explique tout à sa sœur. Suuk voit qu'il a aussi des messages d'Ion. Ces messages désespérés annoncent qu'elle rejoint la guilde Baquedus. Le héros X la félicite et lui demande de l'informer pour la célébration. Tout est réglé, il est temps de déjeuner. Il entre dans un restaurant. Il est encore tôt pour déjeuner, l'endroit est vide, mais il peut manger en paix. Il entend dire que le héros sans nom est passé. L'autre employé dit que le gars masqué a même remis des pâtes de menthe et des manestones, se plaignant même que l'inconnu vient de devenir éveillé et reçoit déjà un traitement spécial. Mais son partenaire défend le héros, disant que c'est mérité et qu'il vaut mieux garder quelqu'un comme lui, ajoutant que dans un autre pays, les médias pourraient le détruire. L'homme, sans choix, admet qu'il a raison. Ce qui attire l'attention de Suuk, c'est quand il parle du train sur dimension,
une zone restreinte où rien n'a été trouvé. Même l'ancien empereur sait qu'il est impossible de le faire seul. Il trouve ce silence sur la situation vraiment étrange. Le duo parle aussi de l'association s'associant avec Elvenem, et même de la jolie instructrice qui est apparue. Puis l'autre mentionne la rumeur qu'Elvenem a développé un nouvel outil magique qui peut réduire la localisation cosmique à la taille d'une île. Suuk n'est plus à la table. Le gars paie sa note en entendant que l'association va bientôt recruter des chasseurs. Cela attire l'attention de Suuk. Sans portails actifs, il sait qu'il ne peut pas gérer le train dimension seul. Se souvenant des paroles de l'employé, il sait que c'est sa chance. Il doit agir vite et appelle le vice-président, mais l'homme est occupé. Suuk se demande comment être plus rapide que les guildes. Soudain, quelqu'un apparaît en disant qu'il est assez arrogant, et avec du talent et du pouvoir à son âge, il a tous les droits de l'être. L'homme l'appelle par son nom, montrant qu'il sait qui il est. Pour couronner le tout, le gars à un œil l'appelle sans nom. L'homme dit qu'il ne semble pas aimer les bavardages, alors il va droit au but. D'abord, il demande au gamin s'il sait pourquoi il est là, mais Suuk n'en a aucune idée. Le gars à un œil se présente comme Park Muji. Suuk rétorque que l'homme n'est pas talentueux et que la force ne fait pas tout. Avec un sourire, Muji demande s'il compte jouer ainsi. Éclairé par une aura, il dit qu'il va montrer la vraie force. Il invoque un dragon d'énergie et tire son attaque sur Suuk. L'ancien empereur observe attentivement et il évite d'être englouti. Suuk réalise que l'ancien a un esper basé sur l'ombre, très rapide. La créature le poursuit, le forçant à se dépasser. Ce combat ne sera pas facile pour le héros. Muji dit qu'il a bien esquivé, mais ça ne l'aidera pas, car le gamin est une anguille glissante qui touche la fierté de Suuk. Il pense qu'autrefois, il n'aurait même pas pu toucher sa manche. Cette fois, il compte se battre sérieusement. L'ancien empereur attaque directement. Ce sont plusieurs dragons d'énergie prêts à le dévorer. Il esquive chacune des créatures, trop rapide pour qu'on puisse suivre ses mouvements. Avec cette tactique, le gamin impressionne plus que l'ancien ne l'attendait. Le combat devient encore plus intéressant. Muji lance une nouvelle attaque, mais c'est la chance de Suuk, pendant que le gars à un œil est distrait par son clone. L'homme essaie de lire ses mouvements, mais son nom est plus rapide. Suuk comprend que même si c'est une capacité d'esper, au final, ce n'est que du feu et qu'il peut l'éteindre en consommant l'air autour, alors il utilise la fente de vent et le coup de vent régressif, repoussant toutes les flammes autour de lui, agaçant le gars à un œil car il est si doué même si ça ne fait que 2 mois qu'il est éveillé. Suuk s'arrête enfin devant lui. L'énergie pulse dans son corps. Son prochain mouvement est la technique secrète Shaolin. En lançant le point divin à 100 pas, Muji tente de se protéger de l'attaque puissante. Ses flammes, plus petites, sont rapidement éteintes par l'assaut. Puis il ouvre les yeux. Suuk utilise le toucher contre lui. L'ancien empereur dit que c'est un point de pression, et le frapper entraînera sa mort. Muji veut comprendre cette technique, réalisant qu'il s'agit d'un renforcement physique. Suuk ne sait pas pourquoi le vieil homme l'a cherché, mais il espère ne pas le revoir, car il n'a pas de bonne relation avec la guilde. S'ils se croisent, il le finira. Muji demande s'il sait qu'Universal lui l'a mis sur leur liste de cibles, et si le gamin ne pense pas qu'ils sont sympas. Suppliant, le vieil homme lui demande de rejoindre Muji, car peu importe sa force, il ne pourra pas gérer ça seul. L'absence de réponse l'agace. Enfin, dans une ruelle vide, son liquide rouge s'écoule au sol. Suuk se centraille cet ordre. Il comprend qu'il a trop forcé. Il doit maintenant accélérer ses plans. Il vient de combattre l'un des rares éveillés de rang 12 en Corée, et il sait que s'il l'avait affronté de front, il aurait perdu, mais il n'a aucun regret, car au moins, il a réglé son compte à ce bâtard arrogant. Ce qui l'inquiète, c'est l'Universal 8, qui, contrairement à Muji, sera difficile à gérer. Il doit donc devenir plus fort pour les affronter. À l'aéroport international, une silhouette mène, suivie de sa sécurité. L'homme a un sourire charmant, comme une idole. Andrew Vladimir est accueilli par son majordome. Il salue Chemun, qui lui dit que la voiture l'attend. Les gens le regardent, le trouvant familier. Chemun dit que s'il avait contacté plus tôt, ils auraient évité ce tumulte, mais Vladimir répond qu'il ne s'attendait pas à devoir se déplacer en urgence. Le vieil homme ajoute qu'un avertissement avant de partir aurait été bien. Il voyage dans une petite limousine. Vladimir demande d'où vient le sans-nom. Son majordome dit que cela ne fait que quelques mois depuis son coma, et que le plus étrange, c'est sa force acquise si vite. Le blond demande s'il est jeune, et on lui répond que le héros inconnu a 27 ans. Vladimir révèle que l'homme masqué est la raison de sa venue. Cela va être très intéressant pour lui. Il demande quand Byoka va être libéré. Chemun dit qu'ils ont entendu qu'il pourrait être libéré la semaine prochaine et leur demande d'attendre un peu. Vladimir n'est pas content que le sans-nom reste caché encore un an et se plaint que le fou obsédé par l'entraînement n'a pas changé du tout. Le chauffeur semble mal à l'aise avec le blond, tandis que Dra Vladimir, le prince du sang et roi de la nuit, un super-héros russe, affiche son arrogance
étant membre de l'infâme Universal 8. Le blond sent que quelque chose cloche. Il demande au chauffeur s'il n'aime pas entendre son patron insulté. Chae-moon essaie de calmer les choses, disant que c'est juste un gamin, et Drav demande s'il a dit quelque chose de mal, car le bâtard s'est enfermé pour s'entraîner, donc il a dû venir. Encore une fois, il se tourne vers le garçon et lui demande s'il ne l'aime pas, mais le chauffeur répond non. Le blond lui dit de sourire. Chae-moon promet qu'il fera comprendre au chauffeur quelle est sa place, et Drav dit qu'il connaît Bakhmutchelf depuis qu'il était un petit gamin, et il le taquine, demandant si son chien pense pouvoir lui parler comme ça. Le chauffeur lui demande de ne pas insulter son maître. Un sourire malicieux apparaît sur le visage du blond, et Drav, avec une aura sinistre, demande si le bâtard a vraiment dit ça. Le chauffeur est terrifié, comme s'il allait être dévoré par des monstres. Si ça continue, le gars sait que c'est la fin, alors le chauffeur implore miséricorde, et l'aura disparaît. Chae-moon lui demande s'il va bien. Le chauffeur tremble de peur, réalisant seulement qu'il pensait un instant qu'il allait visiter l'autre monde, mais le vieil homme sait que quelque chose ne va pas avec lui. Alors il demande de s'arrêter un moment, et le blond dit que le chauffeur a un horrible air, et Drav lui dit de se détendre, car la vie est trop courte pour être déprimé. C'est de nouveau le matin. Les blessures internes de Suuk, après son combat contre Park Muji, ne sont pas guéries. S'il bouge imprudemment, la douleur se répandra comme du poison. Il ne peut pas utiliser les portails pour l'instant. Sa mère ouvre la porte. Elle trouve étrange qu'il court tous les jours, mais cette fois il est resté à la maison, et elle dit aussi qu'elle a son jour de congé. Puis son père arrive et propose qu'ils sortent un peu ensemble pour la première fois depuis longtemps. Suuk acquiesce à l'idée. Enfin, Suuk demande si tout le monde est libre, et les trois acquiescent en même temps. L'ex-empereur, lui, reste sans rien dire. Finalement, il dit qu'ils ont planifié ça sans lui, et qu'il aurait été bien qu'il lui en parle avant. Son père dit que ce n'est pas comme si un chômeur comme lui avait quoi que ce soit à faire. Sans rien révéler, Suuk dit que même les gens sans emploi ont des choses à faire. À ce moment-là, l'homme dit que parfois son fils rentre si tard bien qu'il prétende que c'est juste de l'entraînement, soupçonnant qu'il cache quelque chose, mais sa mère le défend, disant que les enfants n'ont pas à tout dire et qu'ils ont aussi besoin d'un peu d'intimité. Suuk se sent mal à l'aise quand la femme dit qu'elle a tout compris. Papa dit qu'il est un peu inquiet, et maman ajoute que rester enfermé n'est pas bon. L'homme dit qu'ils iront au parc de Han River, peut-être voir un film ou manger dehors. Cela réjouit le plus jeune de la famille, car ils n'ont pas fait quelque chose comme ça depuis longtemps, et Suuk ajoute que maman n'aura pas à cuisiner, ce qui fait que la femme demande pourquoi, et l'ex-empereur essaie d'expliquer qu'elle n'aura pas à faire de travail du tout. Suuk leur rappelle d'apporter des paniers repas au parc, même s'ils dînent dehors. Les yeux de la fille s'illuminent à la demande faite à papa, et Suuk se souvient que la cuisine de l'homme est bien meilleure. Il feint la surprise. Papa est prêt à montrer ses talents de cuisinier. Il dit à tout le monde de regarder la télé dans le salon pendant qu'il cuisine. Ses mains sont habiles en coupant des oignons, puis il ajoute un peu de sel. Amusé par la scène, Suuk demande à son père où il a pris sa confiance, et maman rit, disant qu'il est vraiment inspiré. Enfin, l'omelette de riz est prête. Les yeux de Suuk et de maman brillent devant le plat. Papa offre l'assiette de Suuk, voyant sa portion, l'ex-empereur pense que c'est un peu trop. L'homme plus âgé dit que son fils a beaucoup entraîné tard dans la nuit, donc il doit bien manger. Maman dit que peu importe qu'il soit au chômage, le voir en bonne santé la rend déjà heureuse. Il loue encore la nourriture, et papa trouve étrange que son fils soit si silencieux, disant que c'est bon. Cela fait longtemps que Suuk n'a pas ressenti cette chaleur, souhaitant que chaque jour soit comme ça. La petite maison est confortable, mais il n'arrête pas d'y penser. Il se demande si c'est le bon moment pour révéler son secret. Inquiet, papa lui demande s'il va bien, car il a à peine touché à sa nourriture. Suuk pose sa cuillère et, la tête baissée, dit qu'il doit leur parler. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Suuk l'appelle. La fille fait signe que ce n'est pas le moment de dire la vérité. Suuk craint qu'en le disant, ils se sentent comme s'ils avaient perdu leur fils revenu d'un coma. Son compte a 500 millions de wons. S'il prend un petit prêt, il pourrait avoir un appartement de 30 mètres carrés, mais avec Universal 8 en mouvement, il lui faut plus de puissance et d'argent. Le temps est agréable pour sortir. Suuk remarque que la voiture tremble beaucoup, probablement parce qu'elle est vieille, et décide d'en acheter une nouvelle. Impressionné, il regarde l'annonce des éveillés. Une grande affiche est sur le bâtiment, et la fille dit que faire partie de ces gens spéciaux a l'air bien. Elle dit que le nombre d'éliminations a diminué, et que le public les aime comme leur célébrité. Suuk dit que si c'était le cas, la famille ne souffrirait pas autant, mais maman dit qu'elle ne veut pas que la main de sa fille soit tachée de liquide rouge. Elle dit qu'il y a des choses plus importantes que l'argent. Puis la fille plaisante en demandant si cela signifierait avoir une jolie fille, et ils poursuivent leur chemin. La famille passe des moments paisibles, et Suuk ne se souvient pas de sa dernière journée comme ça. Il savoure les collations. Suuk a déjà perdu beaucoup de temps avec eux quand il était à Rouen, donc il veut les rendre encore plus heureux.
Il souhaite utiliser ses capacités pour tout faire pour sa famille. Maman est impressionnée et demande si tout cela n'est pas trop cher. L'ex-empereur dit que puisque sa sœur a réservé le film, il paiera le repas. Elle demande quel chômeur aurait de l'argent. Suuk répond qu'il va bien et qu'il compte reprendre le travail bientôt. Papa doute, car il vient de se réveiller. Suuk sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter, il est déjà reposé. Maman est reconnaissante qu'il fasse tant d'efforts et lui demande de les prévenir si quelque chose devient difficile. Une autre journée touche à sa fin. Avec un air inquiet, papa demande pourquoi le côté de son fils, et Suuk explique que c'est parce que la journée passe trop vite. Suuk demande à l'homme s'il ressent la même chose. Alors maman plaisante en disant qu'il devient comme son père, ce qui l'inquiète car elle ne veut pas d'une autre personne trop émotive. Soudain, il réalise que Suuk tarde et la femme dit qu'elle est aux toilettes. Suuk propose d'aller vérifier, tandis que l'homme cherche sa sœur partout. Ailleurs, la fille se fait gifler. L'agresseur dit qu'un endroit comme ça n'est pas pour une mendiante. Suuk murmure qu'elle est une perdante. La fille l'entend et s'écrie que quelqu'un veut mourir, puis se jette sur Suuk, demandant si elle se croit spéciale. Avant qu'une autre gifle ne tombe, la main de la fille est attrapée, la surprenant. Suuk a un regard qui dit qu'il peut se débarrasser de n'importe qui. Il dit que ça ressemble à une technique de déguisement. La fille, furieuse, demande qui il est pour s'immiscer. Suuk se présente comme le frère de Suuk. Sa sœur dit qu'elle va bien et lui demande de ne pas s'en mêler. Il répond comment ne pas s'en mêler alors qu'elle allait se faire frapper. Soudain, il la regarde, réalisant que Mal, l'ex-empereur, c'est qu'elle a déjà été giflée. Suuk demande quel déguisement de pacotille elle porte, ressemblant à un monstre. Une aura terrifiante l'entoure, et la fille, effrayée, crie en l'appelant pervers et en lui demandant de lâcher prise. Anaran ouvre les yeux et réalise qu'elle n'est retenue par rien. Suuk rit et demande si elle est folle, ce qui énerve l'autre fille qui lui demande si elle se moque d'elle. Suuk veut les détails plus tard, mais pour l'instant, il dit à Anaran d'arrêter avant que ça ne dégénère, mais cela ne fait qu'augmenter sa colère, et la fille demande ce qu'un mendiant comme lui va faire. L'ex-empereur dit que la pauvreté n'est pas un crime, mais Anaran insiste sur le fait que si, car les riches marchent libres et les pauvres sont punis, et c'est ainsi que fonctionne le pays. Elle demande si grandir comme ça l'a rendu idiot, et dit que la fille ne peut même pas répliquer quand elle se fait frapper. La fille dit que sa famille peut les rendre incapables de payer leur petit appartement délabré et lui suggère de s'agenouiller pour demander pardon. Suuk demande si c'est tout. En regardant Anaran, il sait qu'elle a de l'argent et du pouvoir. Il dit qu'elle ressemble à une gamine peu sûre d'elle, et qu'en vêtements chers, elle a l'air encore plus pauvre. Le problème vient de la personne, pas des vêtements. Ces mots irritent Anaran, qui tente de le frapper avec son sac, mais il l'attrape. La fille riche exige son sac, lui demandant s'il sait combien il coûte, le menaçant de mort s'il est égratigné. Pour l'embêter, Suuk dit que si elle l'aime tant, elle aurait dû réfléchir avant de le balancer. Elle rétorque qu'il ne pourrait pas se le permettre même en travaillant un mois. L'ex-empereur la traite de mendiante et déchire son sac. Les affaires de la fille tombent au sol. C'est comme si son âme quittait son corps. Anaran demande si elle rêve. Avec un sourire satisfait, il répond que c'est la réalité. En voyant son sac dévasté, Anaran panique. La fille ne peut pas croire que ce bâtard a fait ça. Puis elle pointe Suuk et demande à ses amis de s'en prendre à lui, mais c'est un ex-empereur et il esquive facilement la fille riche. Suuk soulève sa sœur pour la protéger d'un sac. En voyant ça, Anaran soupçonne qu'il n'est pas éveillé. Suuk prend son téléphone pour vérifier l'enregistrement. À l'écran, le groupe de filles rit des frères et sœurs. Une boule noire fonce vers lui. L'ex-empereur la remarque et, d'un geste, il stoppe l'objet qui tombe au sol. Souriant, il demande si elle a un garde du corps caché, mais son téléphone est dans ses mains. Suuk dit qu'elle doit venir d'une famille de haut statut et menace sur la vidéo. Il lui dit de prendre ça comme un avertissement de ne plus s'en prendre à sa sœur et qu'elle devrait être reconnaissante que seul le sac ait été ruiné. Avant de partir, l'ex-empereur menace de tous les anéantir, ce qui effraie les filles méchantes. Éloignés du bruit, les frères et sœurs sont assis. Suuk dit qu'elle ne voulait pas montrer ce côté d'elle. Ils étaient camarades au lycée pendant 3 ans et ne s'entendaient pas, car Anne se sentait supérieure, surtout quand l'entreprise de son père a bien marché. Suuk veut en savoir plus, et sa sœur dit que ça a dû être horrible pour l'autre fille. Souriante, Suuk mentionne son grand frère séduisant qui réussit bien à l'école. Elle demande pourquoi il a réagi comme ça, puisqu'il lui a dit qu'elle était jolie quand elle s'est éveillée, et l'ex-empereur dit que c'était un moment vraiment émotionnel. Quoi qu'il en soit, la fille s'en fiche maintenant, car c'est juste Anaran montrant son complexe d'infériorité parce qu'elle déteste que Suuk soit encore plus beau. Mais Suuk révèle qu'il pourrait y avoir une autre raison aussi, ce qui rend son frère curieux. Elle dit qu'à la fin de la seconde année, le Gakkan aimait
Suuk flanchit et dit qu'elle a évidemment refusé de sortir avec lui puisqu'elle n'avait pas le temps pour la romance à cause de son frère dans le coma et de sa mère malade, alors elle a ri d'Anne par vengeance. L'ex-empereur dit qu'il aurait dû lui arracher les cheveux au lieu de détruire le sac, mais sa sœur dit que c'était déjà suffisant. Elle rit en disant qu'il était incroyable. Suuk lui dit de le voir comme un petit pas en arrière avant un grand bond, et que s'il devient plus fort, il pourra se venger encore plus. La fille se lève et propose de rentrer, car leurs parents les attendent. Il est tard quand la famille rentre. Tout le monde est content de leur amusement. Suuk leur demande d'y aller, car il va au magasin pour acheter des patchs pour ses parents, et sa sœur veut une glace au melon. Il marche calmement dans la rue jusqu'à ce qu'il remarque Anarin et ses 2 gardes du corps. Suuk dit qu'elle est arrivée plus tôt que prévu. La fille exige qu'il lui rende son téléphone, et alors elle oubliera ce qui s'est passé avec le sac. Il demande si elle ne comprend toujours pas l'avertissement, mais Anarin dit que sa patience a des limites, et si ça continue, ses gardes s'en occuperont. Elle dit que la vidéo ne causera pas que des problèmes pour elle, car il est un attaquant éveillé, ce qui est illégal. Suuk répond qu'il n'a rien fait, juste utilisé de la force sur un sac, alors qu'elle a frappé sa sœur. Anarin ne veut pas l'écouter. Puis elle ordonne à ses gardes de frapper Suuk et de prendre son téléphone. Les deux se précipitent vers lui. Suuk plaisante qu'un d'eux a donné le premier coup. Il dit que s'il continue, il comptera ça comme de la légitime défense. L'éveillé se prépare à riposter en frappant le garde dans la jambe. L'homme se fige. Suuk utilise l'acupression, la solution la plus simple. Il frappe quelques points de pression, et l'homme crie en perdant son fluide. L'autre garde le surprend, disant que c'est une technique de posture et qu'il sait que Suuk est devenu éveillé récemment. Il se présente comme Kim Mansu, disant qu'il pensait que Suuk n'était qu'un combattant ordinaire, et ne s'attendait jamais à ce qu'il utilise sa boule noire. Suuk rit, l'appelant dramatique, utilisant ce ton comme s'il le reconnaissait. Irrité, l'homme demande si l'exemplaire ne sait vraiment pas qui il est. Suuk demande s'il doit être impressionné par ce nom de plouc. Kim Mansu répond qu'il était candidat à la vice-présidence de la Shune-Guild et trouve Suuk intéressant. Le garde demande s'il pense qu'après avoir eu de la chance une fois, il peut agir avec arrogance, et dit que c'est d'un autre niveau qu'un combat de poing. Il lance alors une de ses boules. Suuk reste alerte et l'esquive facilement. La boule noire détruit le mur à l'impact, l'exemplaire réalise que c'est une sphère en fer, utilisée par Mukwangu, un éveillé de rang 10 qui a pris sa retraite après avoir perdu la course à la vice-présidence et n'a jamais monté de niveau. FR. Mais s'il avait continué, il aurait facilement réussi. On dit que sa puissance destructrice avec ses sphères dépasse celle de Muji. Kim Mansu trouve cela impressionnant. Au début, il pensait que son ennemi avait eu de la chance, mais il réalise qu'il avait tort. Kim Mansu sait qui c'est. FR, le célèbre héros masqué sans nom. Étonnamment, Kim Mansu dit qu'il ne veut pas être son ennemi, ce qui énerve Anarin. Elle répond qu'il devra annuler sa demande, car elle n'a pas envie de se battre. FR. Mansu dit qu'il est content de le rencontrer, même dans une situation désagréable, et révèle qu'il le cherche depuis un moment. Il ajoute que ce n'est pas le bon endroit pour une longue conversation. FR. L'homme dit qu'il le retrouvera bientôt et espère une discussion productive. Suuk, désintéressé, lui répond de rêver, car ils ne sont pas amis. Mansu lui demande de ne pas être si froid. FR. L'exemplaire dit qu'il n'est pas intéressé et demande s'il n'a pas entendu parler de sa réputation. Mansu répond avoir entendu sur le combat avec la Shune-Guild. FR. L'attitude de l'homme rend toujours l'exemplaire suspicieux. Le garde lui dit de ne pas être si sensible, car il a ses sources. Il pensait traiter un problème, mais il a finalement attrapé un gros poisson. FR. De retour à Anarin, elle se demande quoi faire, car le combat s'est transformé en rencontre entre amis. Elle commence à fuir, mais Suuk est plus rapide et la surprend en lui demandant où elle va. Il répète que s'il voulait se débarrasser d'elle, ce serait facile, ce qui la terrifie encore plus. FR. Il frappe là où ça fait mal. Anarune se fondrait en seten entlagori. Suuk dit qu'il a bloqué son point de pression, donc elle ne peut pas parler. Elle fait un geste, et il devine si elle demande grâce. FR. Sans se presser de finir les choses, l'exemplaire dit qu'il pourrait la faire souffrir aussi longtemps qu'il le veut, ou briser autre chose, mais il ne veut pas. Suuk dit qu'il n'est pas celui qui va la punir. Sa sœur l'est. FR. Anarin commence à trembler encore plus, et il lui dit d'attendre, car il va lui faire comprendre que tout ce qu'elle croit est sans valeur. La fille reste au sol en pleurant, même la personne censée la protéger ne fait rien. FR. Loin de là, dans un manoir luxueux, l'homme demande s'il a échoué à récupérer la vidéo. La tête baissée, le garde ne répond pas. FR. Han Jijie, membre de l'Assemblée nationale, menace de le jeter à la rue et se plaint de son incapacité à accomplir un simple travail. L'autre homme s'excuse. FR. Jijie demande des nouvelles de Mansu et découvre qu'il s'est simplement enfui, ce qui pousse l'homme âgé à frapper la table de colère, promettant que dès qu'il sera président, FR. Jijie demande s'il a entendu autre chose.
Le garde répond que les voix étaient trop basses. L'homme âgé l'appelle inutile et lui dit d'appeler sa fille. Fr. Un peu effrayé, le gars dit qu'Arin ne veut pas venir, ce qui irrite l'homme âgé. Le garde dit qu'il laissera les choses ainsi. Le téléphone sonne, c'est Kim Mansu. Fr. Dès qu'il décroche, il demande pourquoi l'homme était si pressé de quitter un travail inachevé. Il répond que ce n'était pas juste une bêtise à gérer. Kim Mansu dit qu'il aurait dû évaluer la cible et demande si l'homme sait que ses frais de demande ont largement dépassé le budget. Fr. J. rit, demandant si éliminer un nouvel éveillé est trop pour lui. L'autre demande s'il a une idée que même les débutants peuvent être dangereux, mais l'homme dit qu'il ne s'attendait pas à ce que le grand Kim se plaigne. Mansu dit qu'il a appelé parce qu'il s'en soucie et ne pouvait pas l'ignorer. Fr. Il révèle que le gamin est sans nom. Comprenant le danger, l'éveillé lui conseille de ne pas se faire d'ennemis inutiles. Mansu raccroche pendant que l'homme effrayé assimile l'info et casse son téléphone. Fr. JJ est furieux de la façon dont l'autre l'a traité, lui, membre de l'Assemblée nationale. Un autre jour, Suk est en ligne avec Shin-woo, occupé depuis un moment. Le vice-président évoque la situation de Park Mu-ji et s'excuse de ne pas avoir surveillé le gars à un œil. Fr. Shin-woo demande si l'ex-empereur est gravement blessé, et Suk répond que s'il était, il ne serait pas au téléphone. Quoi de neuf pour le vice? Qui a une demande? Il interroge le gars sur le train dimensionnel, ce qu'il confirme. Le roux ajoute qu'il doit aussi connaître la rumeur de sa fermeture imminente. Fr. Shin-woo dit que les guildes principales ont déjà demandé l'entrée et l'accès aux outils magiques qui sont encore en test pour un mois, mais il révèle que pour eux, ce sera prêt en moitié moins de temps. Shin-woo dit que la Corée a besoin d'un héros, et que Sans nom est un grand titre, alors il demande s'il prévoit d'en être un. Fr. Suk envisage d'être un héros et est prêt à l'être. Ce n'est pas quelqu'un qui correspond à ce rôle. Il n'a jamais aimé le monde, mais on l'a quand même appelé ainsi. Cela ne lui va pas. Fr. Mais si créer un héros sert à stabiliser la Corée, il peut l'accepter. Après tout, c'est pour sa famille. Il ne reste que 15 jours avant l'ouverture du train dimensionnel. Il doit devenir plus fort. Fr. Les arts martiaux demandent 3 éléments, l'esprit, la compétence et le corps. Comme un guerrier à son apogée, Suk a maîtrisé les 2 derniers. Il lui reste l'esprit, et cultiver son énergie intérieure prend du temps. Fr. Pour atteindre le niveau transcendant, il faut 60 ans d'énergie, et le construire normalement prend 5 ans de plus. Suk se demande comment attendre si longtemps, à moins d'avoir quelque chose d'exceptionnel, comme l'élixir Shaolin. En y pensant, il a une idée qui pourrait fonctionner. Fr. Suk se rend à la station, où il n'est pas allé depuis longtemps. Ce bâtiment, cosmosal, vend des produits d'autres dimensions. Trouver le grand élixir de la Terre est presque impossible, mais d'une autre dimension, c'est différent. Fr. Les manopotions restaurent rapidement l'énergie d'une personne, garantissant au moins 30 ans d'énergie intérieure. Suk traverse le bâtiment. Le premier étage est toujours aussi surprenant. Il y a acheté un quat, cher car fabriqué par des nains. Fr. Suk prend l'escalator jusqu'au 3e étage. D'un côté, un vendeur crie en proposant du cuir de dragon, de l'autre, des pierres de transformation. Suk refuse tout, rien ne l'intéresse. Fr. La section est pleine de vendeurs de rue, et il veut juste savoir où acheter des potions. Il remarque une personne avec de jolies oreilles pointues et une queue féline, adossée au mur. Fr. Son visage devient rouge lorsqu'il réalise que c'est un côté à vérifier. Son approche est remarquée tout de suite. C'est ainsi qu'il découvre que la créature essaie de cacher sa présence. Fr. La Bistequin sourit, intrigué par la détection de sa présence. Suk réalise qu'il s'agit d'une compétence de discrétion. Elle l'appelle et lui dit que ce qu'il cherche est juste là, ce qui surprend l'ex-empereur, qui se demande comment elle... Fr. La Bestkin sort la manopotion, laisan Suk choqué. Elle dit avoir la meilleure vue parmi son peuple en tant que chaman et trouve étrange que le garçon l'ait trouvé en premier. Impressionné, Suk demande le prix, et la chatte répond qu'il coûte 300 millions de wons. Fr. Il crie que c'est trop cher. La Bistequin répond que c'est un produit premium fait par ses soins, garantissant son efficacité. C'est le dernier, elle lui souhaite bonne chance. Fr. Suk demande si sa vision lui permet de lire dans les pensées. Elle répond qu'elle n'essaie pas, mais qu'elle peut le comprendre et qu'elle sent qu'il a une position plus élevée qu'il n'y paraît. L'ex-empereur réalise, alors qu'elle pourrait voir sa vie passée, ce que seuls les oracles noirs peuvent faire. Fr. Finalement, Suk accepte de lui faire confiance et de payer les 300 millions. La Bistequin le trouve mignon et remarque que sa voix tremble, ce qui rend l'ex-empereur encore plus rouge. Il dit que c'est étrange et demande à toucher son pelage. La féline demande s'il est un pervers, mais il se défend en disant que ça a juste l'air doux. Elle lui demande s'il ne devrait pas se présenter avant de faire une telle demande. Puis elle se présente et Suk fait de même.
Suuk demande si cela signifie qu'ils deviennent amis, et elle acquiesce, disant qu'elle ne se lie pas d'amitié avec n'importe qui. Il sent la douceur de son pelage. Né le fixe d'un regard effrayant. L'ex-empereur se défend, disant qu'il aime juste les choses douces. Allongé sur le lit, il pense à la beauté des bêtes, à leurs apparences uniques et à la douceur de leur fourrure qu'il ne peut oublier, se disant qu'il devrait prendre un chat. Pendant ce temps, Suuk observe cette scène inquiétante. Il est temps de voir si ça fonctionne. Dans sa main, une potion valant 300 millions. Normalement, ce genre d'objet est un article d'urgence pour les mages ou experts, aidant à restaurer l'énergie quand ils sont épuisés. C'est cher pour une utilisation unique, mais rien n'est mieux pour booster l'énergie interne. Suuk espère que tout ira bien. Après avoir bu la potion, il sent rapidement l'énergie circuler en lui. L'élixir est authentique, loin des contrefaçons bon marché. Suuk espère tout absorber sans perdre une goutte. Ses compétences montent avec l'amélioration des arts martiaux, lui permettant d'évoluer vers un grade supérieur. La purification atteint 100% et son énergie interne double. La technique d'unification ciel et terre synergie parfaitement avec un corps purifié. La régénération osseuse est à 1 à 2. Si Suuk accumule 3 années d'énergie interne, il atteindra bientôt son rang transcendant. Le dieu martial est au niveau 38, et 100% de purification a débloqué de nouvelles possibilités. Un corps avec un flux d'énergie parfait est le rêve de tous les artistes martiaux. Sur le continent Han, atteindre ce niveau suffisait à être vu comme un surhumain, ce qu'il n'a même pas réussi. Suuk veut connaître la deuxième exigence pour la régénération osseuse et est choqué. Force, endurance et agilité doivent dépasser 200. Pour atteindre ce niveau par le leveling, il lui faut au moins le niveau 180. Suuk sait que se concentrer là-dessus prendra du temps, mais il a de l'entraînement. Il doit avancer étape par étape, et 15 jours passent. Suuk conduit son ATV à toute vitesse. Après tout, le jour de la promesse approche. Grâce à l'unification des cieux et de la terre, son énergie interne a gagné 2 ans. Il est enfin temps de prouver sa valeur dans le train dimensionnel. Le portail n'est pas contrôlé par l'armée. À son approche, on lui demande de s'arrêter et de s'identifier. Le soldat demande s'il est chasseur, alors Suuk montre sa carte. Il est autorisé à entrer, mais doit d'abord enregistrer sa licence. Quelqu'un derrière l'empereur X l'interpelle. C'est un aide du vice-président Kim Young-su, là pour le guider. Il lui demande de le suivre. Le portail paraît plus puissant que les autres. Plus grand, avec une lumière plus intense, Young-su l'avertit qu'une personne l'attend à l'intérieur pour l'aider. Suuk trouve cela étrange, mais l'aide précise que c'est à cause d'un nouvel équipement. L'empereur X se souvient qu'on a dit que cela viendrait d'Elvenem. S'il y a des elfes, il pense à Shahar. Quoi qu'il en soit, il est prêt. Suuk entre dans le grand portail. L'endroit est colonisé. Suuk traverse vers l'autre dimension. En voyant l'endroit, il remarque vite que l'atmosphère a changé. Suuk se souvient que son assistant l'attend au 3e étage de l'auberge. En observant les gens, il se demande si tous les éveilleurs sont partis chasser. Quoi qu'il en soit, il prend son ATV. Il arrive à ce qu'il pense être son assistance. Après avoir garé son véhicule, il entre et découvre pourquoi tout semblait vide. Beaucoup de gens sont à l'intérieur. Quelqu'un l'interpelle, lui demandant s'il est venu seul. L'homme explique que le 1er étage est bondé et lui rappelle que le 2e est à 2, même si c'est plus cher. Suuk dit simplement qu'il veut aller au 3e, laissant l'homme surpris, car il explique qu'il faut une réservation et que c'est plus cher. Il dit que l'endroit a des chambres privées avec une isolation magique, surtout pour les VIP. L'agent précise que les réservations sont obligatoires, alors Suuk dit qu'il est accompagné. Cela impressionne l'homme, qui dit que Suuk aurait dû le dire plus tôt. Il lui demande de le suivre et lui demande son nom. Le réceptionniste cherche le nom de l'ancien empereur. Kim Ji-won est son guide, et dit que la compagnie est arrivée il n'y a pas longtemps, lui demandant de le suivre. Suuk est impressionné d'avoir un employé dédié aux invités du 3e étage. Il constate la différence avec le 1er étage, c'est le capitalisme. Ji-won lui montre sa chambre, 328, et lui explique gentiment qu'il suffit d'appuyer sur le bouton s'il a besoin de quoi que ce soit. Mais Suuk ne voit que la personne qui l'attend. L'odeur est familière, et il pense que c'est Shahar, mais l'elfe qui se présente est Soroniel, 2e disciple de Kalaloriar, le 1er doigt. L'appelant guerrier, elle dit avoir beaucoup entendu parler de lui, et que c'est un honneur de le rencontrer. Cette introduction laisse Suuk sans voix, et l'elfe, gêné, s'excuse de sa façon de parler, disant qu'elle n'est pas à l'aise avec les autres. L'ancien empereur tente de la rassurer, suggérant qu'elle a dit que la chambre est complètement privée, comme l'a dit le guide. Ils sont assis l'un en face de l'autre avec du thé. Soroniel explique que la boisson est faite de feuilles de lune dorées du clan Hélène, rares sur Terre. L'elfe l'a apportée comme offrande spéciale, plus chère que l'or, ce qui fait sentir Suuk important.
Elle lui montre l'artefact, précisant que même s'il s'agit d'un modèle d'essai, il fonctionne bien avec les portails de rang 7 et moins. L'elfe dit qu'il l'appelle sous l'ombre de l'arbre-monde, mais comme les humains l'ont trouvé d'abord, il peut l'appeler ombre. Elle ajoute que ce problème sera bientôt résolu. Après les explications, Suc lui demande de l'activer, car même si c'est une île, la trouver ne sera pas facile. Soroniel active le scanner et prononce quelques mots dans une autre langue, les mains au-dessus de l'objet, très concentré. Avec plus de mots, l'énergie s'intensifie. Ses rayons s'étendent vers d'autres zones. L'ancien empereur est vraiment surpris. Il observe la carte du continent de Trana qui se dessine devant lui. Suc aperçoit une montagne mise en évidence, mais ne connaît pas la géographie de la région, donc il ne peut pas localiser précisément l'endroit. Soudain, quelque chose attire son attention. L'elfe semble étrange, et il lui demande si ça va. Soroniel répond qu'elle va bien, juste besoin de repos. Elle dit que le plus important est qu'elle a trouvé l'énergie Cosmo à 300 km dans la chaîne de montagnes de Praz, et demande s'il veut y aller tout de suite. Mais Suc préfère partir le lendemain. L'elfe dit qu'il ne devrait pas tarder car elle s'inquiète pour elle, mais l'ancien empereur dit qu'ils ne peuvent pas partir car il est fatigué. Soroniel reste silencieuse. Suc dit qu'ils partiront très tôt, et avant de s'en aller, l'elfe lui demande d'attendre. Elle précise que c'est sa chambre. L'elfe se lève, mentionne que sa chambre est à côté, puis lui dit au revoir. Les premiers rayons de soleil apparaissent rapidement. Entrant par la fenêtre et illuminant la chambre, Suc est déjà réveillé. Il voit quelqu'un s'approcher. L'ancien empereur ouvre la porte pour saluer Soroniel et lui demande si elle va bien. Elle confirme et le remercie. Suc, content, demande s'ils peuvent partir maintenant. Soroniel est prête. Il marche vers le véhicule. Suc trouve le quat un peu juste pour deux. Il lui demande si ça va de monter derrière lui, et l'elfe s'interroge. Un peu maladroit, il lui dit de s'accrocher pour ne pas tomber. Suc accélère son quat, et comme ça, les deux partent en mission. Traversant la ville presque déserte, quelqu'un demande s'ils sont partis. Juon confirme qu'il a vu de ses propres yeux. L'homme chauve dit qu'il sera payé quand ce sera fini, mais Juon lui rappelle que l'accord était de payer d'avance. Mais l'homme dit que si un elfe est impliqué, ça vaut 1 milliard de plus. Le guide tente de rappeler l'accord, mais le grand gars le fait taire. Avec un sourire, l'homme chauve demande s'il n'a pas dit qu'il tient ses promesses. Effrayé, Juon précise qu'il ne voulait pas dire ça. L'homme chauve lui dit de ne pas risquer sa vie par obstination. Mais Juon est en colère que l'homme ait pris ses infos et soit parti en essayant de voir si les choses iraient dans son sens. Pendant ce temps, sur la route vide, le duo suit le chemin du trésor sur la TV. Soroniel donne les directions, tout droit sur 17 km, puis à droite et continuer sur 20 km. Suc remarque un mouvement étrange. Des monstres furieux s'approchent pour les attaquer, dont des rats géants. Soroniel lance le sort gnome, ouvrant un chemin à travers les monstres, qui sont aussi touchés. Elle invoque l'esprit de l'eau indine, attaquant les rats. Suc se demande si elle invoque des esprits et veut savoir quel est le pouvoir de l'elfe, et des rats encore plus grands apparaissent. Les choses ne font qu'empirer pour eux. Il essaie d'esquiver le monstre. Une petite terre-esprit apparaît, mais le gros rat la repousse. Soroniel est surprise qu'il ait brisé sa barrière si vite. Suc, courant, dit qu'il s'en occupe. Le monstre crie en voyant Suc arriver, prêt à frapper. Suc le frappe d'un coup de poing de vent, créant un énorme trou dans le monstre. La créature s'effondre. Suc, furieux, demande comment elle ose tenter de lui prendre ses 800 millions. L'elfe est impressionné par un esprit du vent, impossible pour un humain. Mais l'éveillé précise que ce n'est pas réel, il rassemble juste de l'air avec son énergie et le projette. Pourtant, elle est impressionnée qu'il parle d'explosion de QI, ce qui demande beaucoup de compétences, et il les utilise comme si de rien n'était. L'elfe comprend pourquoi son maître l'apprécie tant. Suc réalise qu'il y a un problème. Une boule de feu fonce vers eux et explose au sol. L'empereur X est plus rapide et les sauve. Suc demande à Soroniel si ça va, encore un peu confus. Elle répond que oui et le remercie. Des voitures s'approchent. L'elfe demande si l'empereur X les connaît, mais Suc s'apprête à poser la même question. Il remarque que les véhicules ont une barrière magique, donc attaquer de front n'est pas judicieux. Il demande à l'elfe si elle peut conduire, et heureusement, elle a un permis dimensionnel. Suc demande son expérience, et elle répond 3 ans. Soroniel prend alors le volant de la TV et vérifie si elle peut passer entre les deux voitures. Après sa confirmation, l'éveillé lui dit d'accélérer. Les voitures vont se croiser. Un ennemi tient un objet, convaincu qu'il court à leur perte. Le voyou lance la pierre, qui se brise en 1000 morceaux. L'autre ennemi utilise son pouvoir, un brouillard de sable. Soroniel lui dit de tenir bon. Elle fait une embardée rapide, échappant au piège. Suc sourit à... Le chauve, voyant ça,
pense qu'il est fou et a un désir de mort. Suk continue d'arracher le toit, mais le chauve lui dit qu'il est idiot d'essayer, car c'est de l'acier renforcé forgé par des nains. Avec tous ses efforts, Suk réussit, laissant son ennemi choqué. Ensuite, il dit aux voyous d'attaquer l'empereur X. L'un d'eux se porte volontaire, tirant une boule de feu sur Suk, qui utilise le toit comme bouclier. Le matériau résiste à la chaleur des boules de feu. Quand l'attaque se termine, il jette l'objet de côté. Suk attrape un passager dans la voiture, faisant paniquer le chauve. Mais ce n'est pas tout. Il fonce vers une énorme barrière de pierre. Puis la voiture s'écrase. Soroniel sourit légèrement, satisfait. Le chauve est terrifié qu'ils aient perdu si facilement, mais il ne va pas laisser ça arriver. Le grand type saute alors de la voiture, atterrissant comme un rocher. Avec sa transformation, il promet de finir le maigre. Sa taille est terriblement énorme. Suk sourit finalement. Ça fait un moment qu'il n'a pas combattu un transformateur. Le géant de pierre charge. Suk esquive pour ne pas se faire écraser et, en restant éloigné, il sent son corps trop raide. Soroniel est de retour, consciente que l'homme de pierre est plus fort qu'il n'en a l'air. Suk pense que l'ennemi est de rang 10. Réalisant qu'affronter l'ennemi de front serait imprudent, il remarque soudain quelque chose d'effrayant. L'homme de pierre a disparu. Il se retourne, sentant quelque chose remonter du sol. Puis le grand type les surprend avec une attaque sournoise. Il saute pour éviter d'être écrasé, mais son quat à 800 millions n'a pas eu cette chance. Même s'il lui a sauvé la vie, il est furieux que sa fortune ait été détruite et demande à l'elfe de reculer un moment. Suk veut le ramener à l'état humain. Il saute, se déplaçant trop vite vers l'homme de pierre. Suk donne un coup de pied, mais il frappe dans le vide. L'homme de pierre a disparu, trop rapide pour lui. Ensuite, l'ennemi surgit du sol pour une autre attaque surprise. L'ancien empereur bloque à temps, mais Suk ne sait pas quand il s'est retrouvé derrière lui. Il réalise que l'ennemi creuse comme un taupe. Suk pense pouvoir utiliser une double compétence comme Park Muji. En attaquant le grand type, il le provoque en disant qu'il esquive comme un rat. L'ancien empereur s'arrête à quelques mètres. Suk doit d'abord percer cette peau dure et choisit une attaque directe. L'ancien empereur se dit que si l'extérieur est trop dur, il doit détruire l'intérieur avec sa technique de destruction interne. Mais le grand type le surprend en lui demandant s'il croit vraiment être le seul à savoir démonter quelque chose de l'intérieur. Suk est dans une mauvaise posture. Puis l'homme de pierre attaque. Inquiète, Soroniel crie pour le guerrier. Avec un sourire maléfique, il dit que c'est son tour et qu'il aimerait l'emmener pour un moment seul, mais il n'est pas patient. L'elfe est déterminé à vaincre ce monstre et à sauver le guerrier. Soroniel va demander de l'aide aux esprits. L'homme de pierre lui dit de ne pas s'inquiéter, car il enverra directement vers son ami. Il attaque l'elfe, et la poussière s'élève, formant un rideau. Rien n'est arrivé à Soroniel après l'attaque. Peu à peu, elle comprend. Devant elle, Suk bloque le coup. L'homme de pierre semble choqué, et Suk en profite pour le provoquer, lui demandant s'il a déjà entendu parler de ça. Cette douceur l'emporte sur la dureté, et une approche flexible peut vaincre la force brute. Suk réalise qu'il a été imprudent, n'imaginant pas qu'un poulpe étrange comme lui serait si fort. Il ajoute qu'à sa force, il est de rang 12, ce qui met l'ennemi en colère. Puis l'homme de pierre tente de l'attaquer, mais ça ne fonctionne pas. Il ne peut même pas bouger. Suk dit que s'il l'avait combattu il y a 2 semaines, ça aurait été différent, mais cette fois, c'est autre chose. Suk demande s'il sait que chaque espace a des lignes et qu'elles ne sont pas infinies. Il dit qu'elles se plient, se brisent, puis se reconnectent, et demande s'il sait comment s'appelle l'espace entre ces lignes. Suk répond, des fractures. L'ancien empereur touche un point. Il dit que même la roche la plus dure, qui reste ferme plus de 1000 ans, finira par se briser si les fractures sont faibles, et l'homme de pierre commence à se fissurer. Suk promet que ses jours d'éveillé s'achèvent ici. La fissure s'agrandit, puis l'homme tombe au sol, incapable de croire ce qui arrive à son corps. Terrifié, il se demande si son pouvoir s'en va pour toujours. L'homme de pierre supplie qu'on le lui rende, et la rage de Li Wujin et de sa bande s'éteint. Privés de leur capacité, ils ne sont rien, juste des criminels pathétiques. Une marque est visible sur le bras du chauve. Lors de l'interrogatoire, ils ont découvert que ces individus faisaient partie de Magnus, une célèbre guilde criminelle internationale. La plupart n'étaient même pas enregistrés auprès de l'association des éveillés, car Magnus créait secrètement des éveillés où les volets effaçaient leurs dossiers. Suk sait qu'une telle opération nécessite un complice, donc il doit en parler à Shen Wu. Les criminels sont chargés dans la voiture un par un. Suk pense qu'ils vont souffrir ces prochains jours, mais cela ne l'inquiète pas. Il se demande si ça met Soroniel mal à l'aise. L'elfe leur demande de partir. Suk demande si c'est vers la montagne. Avec un regard mortel,
Sorniel dit qu'un groupe de criminels comme ça mérite de souffrir, les laissant assez terrifiés, soulagés. Sorniel dit qu'il avancera comme prévu, alors ils partent en mission ensemble avec la bande, en route vers la montagne à la recherche de l'énergie Cosmo, de retour à l'auberge. Le premier étage est toujours aussi bondé. Andrew et ses sbires entrent et attirent tous les regards. Ils confirment que la rumeur est vraie. La personne qu'ils cherchent est dans cette dimension et demandent comment la retrouver. Les gens ont peur. Un membre des Universal 8 est là. Andrew sourit et leur dit de se détendre. Lui et ses sbires montent vers l'étage le plus luxueux. Soudain, quelqu'un l'appelle. C'est Jewang qui a quelque chose d'important à lui dire. Andrew le regarde et dit que les humains sont fascinants, que les émotions peuvent remplacer le contrôle et faire agir. Le guide est confus. Puis le blond ajoute que ce n'était rien et veut juste savoir ce qu'il a à lui dire. Jewang révèle que l'homme qu'il cherche est parti plus tôt avec une elfe et que la guilde Magnus les a poursuivis. Il loue aussi la beauté de l'elfe et dit alors Vladimir qu'il aimerait bien elle. Andrew devient pensif à ces mots, ce qui fait penser à Jewang qu'il va l'accepter. De plus, le guide trouve la journée incroyable, n'ayant jamais pensé parler à quelqu'un des Universal 8. La réponse d'Andrew tombe comme un coup de couteau. Il se lamente d'avoir failli salir son costume blanc. Il était simplement curieux de connaître l'étendue de la cupidité de Jewang, mais au final, il n'est qu'un déchet lié à Magnus. Andrew exige qu'on nettoie le désordre immédiatement. Pendant ce temps, au sommet de Blackfang, il cherchait l'énergie Cosmo depuis une semaine. Suk a vaincu plusieurs monstres pour arriver ici, mais il ne voit toujours rien, jusqu'à ce qu'il remarque une goutte d'eau étrange. En levant les yeux, il aperçoit une énorme chauve-souris au plafond. La créature les repère, vole vers eux et pousse un cri supersonique. Sorniel est affecté par le son, mais tout s'améliore quand Suk couvre ses oreilles. Il lui demande de rester immobile, expliquant que la barrière bloquera les attaques sonores un moment. La chauve-souris géante devient furieuse et attaque. Sorniel remarque que l'énergie Cosmo émane du monstre. Suk sait que c'est le boss et se demande si c'est une chauve-souris de flamme. Un coup de poing gagnant ne suffira pas, mais l'éveillé tire sur la chauve-souris avec la rafale de poing gagnant. C'est comme plusieurs cercles de lumière, mais le boss contre-attaque avec un cri enflammé. Suk esquive avant de se faire embrocher. Il réalise que la chauve-souris se renforce, donc il devra dépasser ses limites. Suk court vers le monstre, prêt à utiliser la rafale de poing gagnant. FR, la chauve-souris crie en attaquant. Suk la frappe, blessant la créature. Sorniel, impressionné, voit la chauve-souris géante tomber à ses pieds. Suk la regarde et dit qu'elle n'a rien de spécial sans ses ailes. Il a encore un boulot à finir. FR, enfin, il vainc la chauve-souris de flamme. Sa mission achevée, son niveau augmente. Même après plusieurs frappes de vent, son énergie interne reste pleine, son taux de récupération est incroyable. Bien que faible, c'est presque illimité. Ses yeux s'illuminent à la FR, il fouille le corps de la chauve-souris. Suk ramasse un énorme cristal et demande si c'est de l'énergie Cosmo. Sorniel, à proximité, confirme que la récupération est complète. L'Empereur X veut le détruire et fermer le portail, mais il doit d'abord contacter l'association pour sortir les éveillés. FR, Sorniel trouve une pierre de mana laissée par la chauve-souris. Ils ont battu environ 1000 monstres sur Blackfang Ridge, surtout des rongeurs de bas niveau. Mais les pierres de mana, c'est différent. Suk a eu 11 de 6 étoiles la semaine dernière. FR, Sorniel dit qu'il n'est pas surprenant qu'elle ait l'air spéciale, car ces pierres de mana sont puissantes et on pourrait en obtenir une de cette étoile. Ce qui est génial pour Suk, car cela peut se vendre pour 160 millions et ils en ont 11 collectés plus une potentielle de cette étoile. FR, en tout, ça fait plus de 2,08 milliards de wons, même après impôt, il pourra acheter un autre ATV. Sorniel le choque en disant qu'elle ne veut pas de sa part, les elfes n'ayant besoin que de quelques permissions. FR, elle lui remet la pierre en disant qu'il a vaincu plus de monstres. Suk trouve injuste de ne pas partager, et l'elfe lui répond que s'il est vraiment dérangé, il devrait visiter Elvenem un jour. Sorniel ajoute qu'il pourrait lui enseigner des arts martiaux. FR, elle dit qu'elle n'est pas douée au combat comme son maître, et l'ex-empereur lui rappelle qu'elle est mage, découvrant que Shahar l'est aussi. L'elfe note qu'elle perçoit une différence entre ses arts martiaux et ceux de son maître, et ne veut pas être un fardeau au combat. FR, avec un sourire, Suk dit qu'il s'arrêtera quand le moment viendra, mais pour l'instant, ils doivent rentrer. Le trajet en voiture sur la route vide éclaire la nuit. Bientôt, le lieu de rendez-vous apparaît. FR, Sorniel regarde par la fenêtre et surprend le guerrier en lui disant qu'il peut la déposer ici. Suk n'est pas ravi de se séparer, mais il obéit. Sorniel le remercie d'avoir accompli sa mission en sécurité. FR, Suk la remercie aussi, disant que les choses se sont calmées pour lui, et espérant qu'ils se reverront un jour. L'elfe lui rappelle sa promesse de visiter Elvenem, et il acquiesce. Elle ajoute que même si ce n'est pas par hasard, ils se reverront, espérant de meilleurs. FR, Suk dit encore au revoir à sa partenaire,
qui lui demande de l'appeler réel lors de leur prochaine rencontre. Il reste sans voix, mais finit par accepter. Pendant ce temps, les sbires n'en peuvent plus d'être des roues de secours. C'est donc officiel. FR, la mission du haut est finie. Suk prend son masque, pensant qu'il est enfin temps de l'utiliser. L'ex-empereur se rappelle que Shai Nu a dit qu'un héros a besoin de spectacle, puis il met son masque et accélère, prêt à faire un show. FR, la sortie de cette dimension est juste devant, puis il traverse le portail avec la guilde Magnus, passant rapidement de l'autre côté, revenant enfin sur Terre, où une foule de gens l'attend déjà. FR, en freinant, les sbires sont projetés d'un côté à l'autre, et les gens, curieux, s'approchent, se pressant autour de la voiture. Dès qu'il sort, Suk montre l'énergie à tout le monde, laissant les gens impressionnés en apprenant que c'est de l'énergie Cosmo, mais ils ne savent toujours pas qui l'a fait. FR, les gens affirment qu'en saisissant l'énergie Cosmo en premier, le héros a vaincu Vladimir, mais des doutes subsistent. Young-Suk remercie le héros et lui demande d'attendre un instant pour vérifier l'objet. FR, en utilisant la machine, il confirme que l'énergie Cosmo est réelle. L'aide est heureux du bon travail, il n'y a plus de doute, puis Young-Suk célèbre que No Name a récupéré l'énergie Cosmo du train et de la dimension, laissant tout le monde complètement choqué par ce qu'ils entendent, mais ensuite il commence à crier le nom du héros. FR, toujours sur place, le prince du sang reçoit la nouvelle du départ de Young-Suk. Surpris, Andriv demande si le gamin n'est pas entré dans la dimension récemment. Il sourit légèrement, mais consumé par la rage d'avoir été surpassé, devant admettre que No Name est vraiment bon. Il est aussi en colère contre Oshenu, puis Andriv déclare qu'il rentre, car il n'y a plus de raison de rester. FR, le blond, comme d'habitude, marche avec ses deux sbires. Andriv remarque les regards des gens, qui pensent que le blond n'est finalement pas si spécial, ayant été surpassé par No Name. Mais Vladimir les trouve pathétiques pour se sentir supérieur en écrivant le succès des autres, il n'est pas là juste pour nettoyer la dimension. FR, Andriv pense que Bakhmoukin, avec son influence, pourrait être dangereux, et pour lui, les choses deviennent plus intéressantes. Pendant ce temps, les sbires de Magnus sont arrêtés. Young-Su leur dit de se dépêcher avant que les journalistes n'arrivent. Le vice-président arrive enfin, et Young-Su lui demande de le suivre. Shai Nu ouvre la tente et trouve Suk qui l'attend avec un grand sourire. Le roux d'y avoir entendu qu'il a fait un sacré show, et le héros répond qu'un peu de vantardise ne fait pas de mal. Shai Nu demande s'il a aimé, mais Suk préfère rester en dehors de tout ça. FR, quoi qu'il en soit, le vice le félicite pour son bon travail et dit que l'association s'occupera du reste. L'ex-empereur évoque alors Magnus. Shai Nu sourit maladroitement. C'est alors que Suk réalise qu'il le savait déjà. Après tout, ils sont un syndicat criminel international. En riant un peu nerveusement, le vice lui demande de ne pas le regarder comme ça, car parfois, il a l'impression que le héros pourrait le frapper à tout moment. Puis il s'excuse et admet qu'il connaît l'existence de la branche coréenne de Magnus depuis longtemps. Shai Nu dit qu'à la différence des autres, ils n'ont rien fait de grand, mais ce n'est pas ce que l'ex-empereur veut entendre. Le vice dit qu'ils ont reçu des ordres de personnes plus haut placées pour rester discrets, car le nom de Magnus a du poids, et si tout cela sortait, les patrons auraient des problèmes. Il révèle aussi que rien que de dire cela met son emploi et peut-être même sa vie en danger. Suk demande si le supérieur dont il parle est le président de l'association, mais il ne peut pas le dire. Néanmoins, l'ex-empereur essaie à nouveau, demandant si c'est quelqu'un d'encore plus haut. Shai Nu avertit qu'il pourrait perdre son poste à cause de cela, car des facteurs politiques compliqués sont en jeu. Il s'excuse, disant qu'il aurait pu tenir le héros à l'écart de cela, et promet que cela ne se reproduira plus. Le roux ne veut pas le mettre dans cette position, et Suk décide de lui faire confiance pour l'instant. Shai Nu veut poser une question après avoir entendu que Li Wujin et les autres membres ne peuvent pas utiliser leur pouvoir. Il demande si c'était l'œuvre du héros, donc sans détour, Suk confirme. Impressionné, le roux demande si c'est vraiment possible, mais il promet de ne pas le répandre, même si les gens pourraient bientôt le découvrir de toute façon, car ce n'est pas le genre de choses qu'ils veulent attirer l'attention en ce moment. Suk accepte simplement ses décisions. Changeant de sujet, Shai Nu dit que son classement sera révélé le lendemain, ainsi que l'argent qui ira sur son compte. Suk se rappelle aussi d'avoir perdu son ATV de 800 millions de wons. Le roux dit que le SUV utilisé par Magnus sera réparé, enregistré par l'association, et remis à lui. Bien qu'il ait été utilisé par des criminels, il est probablement plus cher que son ATV. De plus, il résiste aux attaques magiques et à d'autres choses. Suk estime que le prix de base est d'au moins 2 milliards de wons ou plus, et que cette offre est vraiment bonne pour lui. FR, Shai Nu remarque que cela a vraiment rendu le héros heureux, et l'ex-empereur confirme. Perdre son ATV lui a laissé un vide. Tout excité, il accepte. Shai Nu dit que c'est un cadeau pour un héros national, le minimum qu'il puisse faire, et qu'il l'appellera quand les réparations seront finies. FR, Suk est à l'arrêt de bus. Ce qui l'attend arrive, cela faisait un moment qu'il n'en avait pas pris. Même s'il a perdu un ATV dans la dimension Tranon, il ne peut pas dire qu'il s'en sent mal. Les résultats étaient si bons qu'il se sent comme sur un nuage. Ses parents sont surpris qu'il soit rentré de son voyage plus tôt, sa sœur n'a Dieu que pour la nourriture.